de Zeus, mais écoutez-moi cette OST. Imaginez 2 minutes à quel point un combat de boss peut être épique quand vous avez ce genre de chef-d'œuvre qui résonne dans vos oreilles. Les frissons carrément. Et si les musiques de ce jeu sont exceptionnelles, croyez-moi, c'est loin d'être la seule chose qui l'est. Aujourd'hui, messieurs dames, nous allons parler de ce qui est pour moi l'un des meilleurs Souls-like qui n'ait jamais existé. Si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que l'un de mes genres de jeux vidéo préférés, ce sont justement les Souls-like. Je les ai littéralement tous faits. Bon, littéralement tous, ce sont de grands mots. Il y a évidemment quelques rares exceptions, comme Wuchang par exemple, mais ça ne saurait tarder. Clin d'œil, clin d'œil. D'une manière ou d'une autre, j'ai aimé tous les Souls-like auxquels j'ai joué. Je trouve qu'ils ont tous une proposition intéressante à faire, avec des mécaniques et des personnalités qui leur sont propres. Et pour ce qui serait les moins bons d'entre eux, disons qu'ils ont tiré leur épingle du jeu à un autre niveau, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que pour que je n'aime pas un Souls-like, faut vraiment y aller à fond. Je suis clairement loin d'être intransigeant sur le sujet. Quel bonheur donc de vous parler en ce jour de The First Berserker Kazan, qui est sans aucun doute dans mon top 3 des meilleurs jeux du genre. Avant de faire ce jeu, mon Souls-like préféré, hors catégorie From Software, je précise bien, c'était Lies of P. Sachez donc que ce dernier s'est fait détrôner par la masterclass concernée par cette vidéo platine. Bien que, j'en conviens, les styles entre ces deux jeux sont pour moi incomparables. Lies of P se rapproche beaucoup d'un Dark Souls dans sa structure, en encore mieux équilibré d'après moi, avec des systèmes de dodge et de pari qu'il est nécessaire de maîtriser à fond pour s'adapter à toutes les situations, alors que pour The First Berserker Kazan, on se rapproche plus d'un Nioh, c'est-à-dire quelque chose de bien plus bourrin, limite beat them up, avec des combos, des habilités, des compétences, en plus de tous les classiques d'un Souls-like. Et moi, les jeux de gros bourrins, c'est clairement ma cam, je vous apprends rien. Je vais vous dire, ce jeu a clairement été conçu par des amoureux du genre. C'est une lettre d'amour envers ses joueurs, je peux vous l'assurer. Chaque composante de gameplay est importante et affûtée, que ce soit les dodges, les paris, les contre-attaques, les compétences, ou encore les armes avec leur style de combat qui leur sont propres. Mais ce n'est pas tout, puisque le level design lui aussi est digne des plus grands jeux FromSoft. Le moindre trash mob du bestiaire est pensé avec une multitude de patterns, et ne sont clairement pas réutilisés à tort et à travers comme boss dès que c'est possible. N'est-ce pas, Lord of the Fallen ? Et les combats de boss, mazette. Oh oui, il y en a clairement qui sont insupportables, y a aucun doute. Mais sans déconner, j'ai jamais vu un Souls-like avec des boss aussi travaillés du début jusqu'à la fin. Et surtout avec autant de styles différents. Les boss sont absolument tous marquants et incroyables à combattre. Bon, ok, sauf toi, là. La vieille guenaude, là. Ah oui, puis toi aussi, là. Toi, je t'aime pas non plus, toi. Bon, ok, ils sont pas tous marquants, du coup, j'avoue. Mais malgré quelques petits couacs, les boss restent dans l'ensemble exceptionnellement bien travaillés. Et je ne parle pas encore du boss final, qu'on verra au moment propice, qui pour moi est ni plus ni moins le boss final le plus dingue et le mieux réussi que j'ai fait dans un jeu de ce genre de toute ma vie. Et croyez-moi, ceci n'est pas un euphémisme. Enfin bref, je pourrais encenser ce jeu pendant des plombes, tant je l'adore et tant j'ai l'impression qu'il a été fait sur mesure pour convenir à mes goûts de gros bourrin assoiffés de sang virtuel. Mais vous savez quoi ? Je vous propose qu'on arrête de le caresser à sa surface et que l'on plonge tous ensemble dans l'histoire de mon platine sur The First Berserker Kazan. Avant de se lancer dans cette aventure, il va d'abord falloir choisir une difficulté. Et pour kiffer ce jeu au max, il va falloir évidemment choisir la plus haute difficulté disponible au jeu à son lancement, à savoir la difficulté expert. Enfin, pour kiffer, ça dépend des goûts, pour moi en tout cas, c'est sûr que c'est le cas. Mais sachez si ça vous intéresse que c'est de toute façon nécessaire pour obtenir un trophée. Comme quoi, le kiff est absolument inévitable dans ce jeu. En l'an 89 de l'Empire de Pellos, l'empereur condamna le grand général Kazan et Ozma à la peine capitale pour leurs crimes présumés contre l'Empire. Accusé de trahison, Kazan endura des tortures impitoyables, voyant les tendons de ses 2 bras sectionnés avant d'être exilé. C'est sympa ça. Nous retrouvons donc Kazan, dans un piteux état, escorté par une cohorte de soldats en proie au doute, qui ont toujours considéré cet homme comme un héros, mais qui doivent maintenant le retenir prisonnier. Une voix mystérieuse murmurant dans le vent nous fait comprendre que Kazan est le candidat idéal pour elle. Et il ne nous faudra pas longtemps pour comprendre de quoi il s'agit. Un esprit, aux allures de Xavier Dupont de Ligonnès, fera chavirer la carriole avant de s'emparer du corps de Kazan, le réveillant de son sommeil quasi morbide. Cet esprit s'adressera d'ailleurs à nous en parlant de lui à la première personne du pluriel, ce qui indique que ce qui se trouve maintenant dans la tête de Kazan n'est pas non plus tout seul dans la sienne. Ouais, se faire posséder par un démon, c'est déjà pas fou, mais alors se faire posséder par un démon atteint de TDI, j'imagine que ça va être quelque peu sportif. Enfin régénéré complètement, Kazan sera invité à céder son corps complètement à l'entité maléfique, invitation qui, sans surprise, sera déclinée gentiment.
L'individu spirituellement ancré dans le postérieur de notre héros à la chevelure blonde lui dira que c'est l'énergie de l'outre-monde qu'il habite, et qu'il doit la laisser le submerger pour devenir divine puissance. Mais imaginez bien que si c'est le cas, le jeu sera bien trop facile, alors Kazan n'y prêtera absolument pas attention et préférera ramasser 2 gourdins rouillés non loin de là pour faire la bagarre à quiconque se dressera devant lui. Ah, qu'est-ce que j'aime cette attitude! C'est très rapidement donc que le jeu tentera de m'apprendre la garde, extrêmement forte dans ce jeu puisqu'elle annule tous les dégâts à partir du moment où vous possédez de la stamina, c'est-à-dire de l'endurance, en d'autres termes. Mais moi la garde, c'est pas mon truc, je préfère allumer le cigare de mes opposants avec une bonne paire de coups de savate comme on n'en fait plus. La meilleure défense c'est l'attaque, comme dirait l'autre. Trace de passage. Et en décalcifiant le béret de mon premier opposant d'ailleurs, je trouverai sur lui sans plus attendre mon premier objet de collection. Le jeu m'apprendra ensuite l'esquive, qu'une fois encore, je préfère ne pas utiliser, parce que, comme le bonobo que je suis, je préfère pour l'instant tabasser mon ennemi sans perdre de temps dans de futiles déplacements défensifs. Ce qui me vaudra accessoirement de me prendre quelques avoines en travers des étiquettes, dont certaines d'entre elles bien plus violentes, comme contre ce Yeti des montagnes par exemple, qui m'enverra un revers du droit signé Amélie Mauresmo au sommet de sa prise de stéroïdes. Sans plus attendre, je devrais donc utiliser un consommable pour la première fois. Essentiel du combat. Et quand je dis consommable, évidemment il s'agit de soins, je me suis pas sifflé une bière à la cyprine d'amourante, ça coule de source. Et c'est dans ce même combat d'ailleurs que je commencerai à me discipliner. Désormais, je compte bien utiliser mes dodges, mes gardes et mes paris pour combattre, au lieu de klaxonner le baigneur de mes ennemis sans interruption ni éducation. Ce faisant, en travaillant au corps cette créature, je finirai par baisser complètement sa barre de stamina. Vous voyez, cette deuxième barre qu'il possède juste en dessous de celle qui représente sa vie là. Et quand un ennemi ne possède plus de stamina, alors il est temps pour lui de se manger une tartine au beurre salé que l'on appelle un coup de grâce. Coup de grâce. Encore de trophées le platine? Ce jeu, vous le verrez, a beaucoup de mécaniques clairement inspirées d'autres Souls-like, mais surtout d'un en particulier, à savoir Nioh. Et perso, ça me convient très bien, parce que, nom de Zeus, j'adore ces jeux, bordel de slibard. Après avoir looté mon tout premier anneau, je reprends ma route sur laquelle je ferai ma toute première coloscopie sans assistance, dont je ne suis pas peu fier d'ailleurs, et à l'issue de laquelle j'atteindrai le mont Einmar. Hop, un petit mitra point dans la mitra de chouin qui me barrait la route, et ni une ni deux, je ramasserai ma première larme de lacryma. En gros, c'est le résidu d'âme de quelqu'un qui est mort à cet endroit et dont je peux écouter les souvenirs en la ramassant. Les lacrymas d'ailleurs sont les âmes entre guillemets de ce jeu. Ça veut dire en gros que c'est le genre d'XP qui vous fera passer vos niveaux et que vous collectez en majeure partie sur les ennemis que vous foudroyez. En atteignant donc une épée du Nexus comme celle-ci, qui représente ni plus ni moins un feu dans Dark Souls ou un Sith dans Elden Ring si vous préférez, j'aurai donc la possibilité d'utiliser ces lacrymas et renforcer mon premier attribut. Essentiel. Plus loin, je ferai face à mon premier trash mob de taille XXL, qui m'apprendra les joies de l'exploration anale pour la première fois. Ah ouais, quand il se lance dans un combo, tu peux plus l'arrêter le mec. Et après cette leçon d'humilité, c'est armé de toute ma colère et destitué de toute dignité que je retournerai lui rendre une petite visite pour cette fois-ci en faire mon 4 heures. Mais avant ça, je vais devoir ramasser les lacrymas à l'endroit où je suis mort précédemment pour ne pas les perdre définitivement. Et oui, je ne vous apprends pas le système, mais je vous l'apprends quand même. Dans ce genre de jeu, si vous mourrez, vous faites tomber tout votre XP au sol. Si vous remourrez une seconde fois, du coup, sans le récupérer, vous le perdez définitivement. Voilà, ça c'est juste pour les cancrelats du fond de la classe qui n'ont absolument rien suivi de ces dernières années. Bon du coup, j'infligerai à Pierre Ménès la déculottée qu'il mérite, et à tous les corgisans environnants la déculottée qu'il ne mérite clairement pas. Je détruirai ensuite mon premier minerai d'Amrita, de Lacryma, pardon. Les bâtards. Ouais, oubliez ce que vous venez de voir, hein, ça n'est jamais arrivé. Dans la foulée, je ferai également de l'acrobranche, mais un chimpanzé innocent se dressera en travers de mon chemin. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est qu'on me fasse perdre mon temps. Du coup, j'ai bien l'intention de lui faire manger ma première attaque plongeante à cet insolent. Embuscade. Après avoir éradiqué le reste de sa famille, fait une petite injection de testostérone dans les lèvres d'un Yeti et trouvé mon dernier gisement d'Amrita, et oui, on appellera ça comme ça et pas autrement maintenant, pour des raisons évidentes. J'assisterai à une orgie à laquelle je mettrai très vite un terme, puisque je n'ai même pas été invité. Et croyez-moi, là où il y en a qui peuvent devenir fous à l'idée de ne pas avoir été invité aux Ad-Event, imaginez mon désarroi quand j'ai été témoin de cette scène sans y avoir été convié. Quelle indignité! J'ouvrirai ensuite mon premier raccourci, parce que, visiblement, Kazan ne sait pas se servir de ses genoux. Non mais, je veux dire, même Claptrap aurait pu monter là, faut pas déconner. Et je donnerai ensuite une leçon de vie à Winnie l'ourson, qui recélait derrière lui un coffre, duquel j'arborerai le dernier équipement pour que chaque partie de mon corps soit complètement équipée. Endurance max.
Préparation parfaite. Eh ben, let's go. En repassant une deuxième fois par là, je me rends compte que l'orgie bat toujours son plein et qu'une fois encore, je n'ai pas été invité. 2 fois? Sérieusement? Putain, allez, viens ici prendre ton olive, toi. Tapis toi aussi tant que j'y suis, là. Bon, et bien maintenant que mes mains sont salies pour les 10 prochaines années, je n'ai plus rien à perdre. Alors pourquoi ne pas les plonger dans les entrailles du premier boss du jeu? Yetuga, le Yeti ultime, arborant des pics dans le dos pour te faire comprendre qu'il est très méchant. Enfin, méchant, pas tant que ça en fait, puisqu'évidemment, comme tout boss tuto, c'est plutôt raisonnable. Ses patterns sont très lisibles, la garde rend l'apprentissage du combat plus facile pour que plus tard, je puisse placer des perfect paris, et ce boss dispose de nombreuses façons d'être stun, qui permettent de disposer de longs moments de tabassage sur pignata gratuite. Toutefois, ce saligo parviendra quand même à m'atomiser une fois avant que je lui explose la cafetière. Et ce, grâce à ce qu'on appelle un grab, ou plus communément, un pattern de gros fils de p***. Ah si, je vous assure, les grabs on apprend très vite à les détester dans le jeu. Oh, quelle délicieuse idée de mettre ça avant l'arène du boss. Oh oui, que ce jeu a de très bonnes idées. À vrai dire, il les a quasiment toutes, C'est comme s'il avait pris tout ce qui marchait dans les jeux du genre, et qu'il avait amélioré tout ce qui marchait moins bien. Ce truc-là, de récupérer les lacrymas avant de reprendre le combat contre le boss, c'est une idée de génie. La même qu'avait Lies of P d'ailleurs. Ça évite concrètement de perdre du temps à récupérer les lacrymas dans l'arène du boss, pendant que ce dernier cherche à nous séparer la tête des épaules. Encore un excellent point pour ce jeu. Bon, ma deuxième fois contre Yetuga va bien mieux se passer, les patterns n'étaient pas trop durs à learn, il y aura juste les grabs qui évidemment ne se passent pas comme le reste, mais à force de lui faire ravaler la façade, je finirai par le faire définitivement jusqu'à mordre la poussière. Kazan tombera ensuite d'épuisement et sera récupéré par les Bantus, dont Quimook, qui lèvera le voile sur ce qui m'arrive. D'après elle, un spectre maléfique aurait pris possession de mon corps, et je dois surmonter les épreuves de la montagne pour m'en débarrasser. Bon, si c'est pour dire des trucs aussi évasifs, tu pourrais tout aussi bien fermer le shot public qui te sert de bouche, madame, Bon, quoi qu'il arrive, c'est à moitié nu que je me lancerai dans ces terres enneigées, et Quimook ouvrira enfin sa bouche pour dire quelque chose d'utile. Elle me dira que le spectre qui m'habite est en réalité un amas d'esprits maléfiques, agrégés en une seule entité, ce qui le rend donc extrêmement puissant. Elle nous donnera également la raison de pourquoi Kazan est un héros aux yeux des mortels. Ce serait lui qui aurait vaincu le dragon berserk et libéré l'humanité de son joug. Ce qui n'explique pas la trahison qu'il a subie, mais ça, on le verra un peu plus tard. Ainsi donc, je me mets en route vers Storm Pass et les épreuves des dieux. Il s'agit en réalité de 3 défis d'armes, que je devrais remporter en utilisant uniquement l'arme qui m'est prodiguée sur place. Un moyen subtil pour le jeu de me faire le tuto des 3 types d'armes disponibles. Mais d'abord, j'apprendrai le système de compétences. Au fur et à mesure du jeu, je débloquerai des points de compétences, me permettant de débloquer des compétences. Et elles sont pour la plupart, croyez-moi, assez exceptionnelles. Et pour des raisons obscures, pendant très longtemps, je n'utiliserai pas du tout mes points, me désavantageant sérieusement en combat. Mais que voulez-vous? Le menuing, ça a jamais été mon truc à moi. Mais là, vu que c'est le tuto, je n'aurai évidemment pas le choix d'utiliser mon premier point de compétence. Combattant expérimenté. Ces compétences d'ailleurs ne pourront être utilisées en combat qu'en l'échange de points de combativité. Ce sont ces petits losanges jaunes là que vous voyez au-dessus de ma barre de vie. Et ceux-ci se rechargent d'ailleurs en fonction des coups que j'inflige ou des autres actions que j'exécute. C'est pour éviter de spammer les compétences, t'as capté. Ces points de combativité me donneront aussi accès à un javelot, une arme de distance me permettant de déloger certains ennemis inatteignables ou contraignants. Et c'est là d'ailleurs que je ferai mon premier kill avec. Force de perforation. Je ferai ensuite la rencontre de ce type de trash mob merveilleux là. Les chiens. Ouais, quel que soit le Souls-like, les chiens seront toujours ce qu'il y a de plus cheaté. Heureusement que dans la vie, les chiens de la casse ne sont pas aussi forts, sinon on vivrait dans un beau monde de merde. Et sans transition, j'arriverai au premier défi, celui de l'espadon. Et non, je ne parle pas de l'animal marin, mais bel et bien de cette arme colossale là. Bon, en gros, le but du défi, c'est juste de tuer tous les ennemis qui s'opposent à moi. Ça va me permettre, entre autres, de tester l'arme et voir si elle me convient. Et spoiler, non. Je déteste l'espadon. Ce n'est pas du tout fait pour moi. Moi perso, j'aime quand c'est rapide et bourrin, je vous refais pas le dessin, alors que là c'est littéralement lent et mou au possible. Une fois ce combat remporté, je décide tout de même de rester un peu avec cette arme, histoire d'être sûr que je ne fais pas une erreur en abandonnant trop vite l'idée de la jouer. Et c'est avec elle d'ailleurs que j'apprendrai la contre-attaque, une habilité extrêmement puissante me permettant de renverser la situation avec de gros dégâts. Et puis j'arriverai au deuxième défi, celui de la lance, le deuxième archétype d'arme du jeu. Celui-ci est bien plus nerveux et rapide, mais il s'attaque surtout à la stance de l'ennemi, à sa stamina en gros. Ça veut dire en d'autres termes que l'arme est bien plus efficace à faire descendre la barre d'endurance que la barre de vie de l'ennemi. Une perspective certes intéressante, mais les combos de majorette assez longs de l'arme ne me séduisent pas complètement. Toutefois, je préfère quand même bien plus ce gameplay à celui de l'espadon. Après avoir tabassé la population locale avec ce long bâton, je finirai enfin par atteindre le dernier défi, celui des lames duales, à savoir du coup les deux armes que j'utilise depuis le début du jeu.
et accessoirement mon style d'arme préféré. Alors, je ne sais pas si c'est le plus puissant des trois, mais c'est clairement en tout cas celui que j'aime le plus. Alors évidemment, c'est celui que je vais camper jusqu'à la fin du platine. Ayant remporté toutes les épreuves, je serai donc digne d'affronter ma destinée, mais aussi et surtout, Spectre Lame, la saloperie qui a élu domicile dans ma caboche. Son combat est très mouvementé, mais plus ça va vite, et plus j'aime ça. Je suis clairement dans mon élément. Alors tranquillement, je parviens à bout de sa P1, et je comprends pendant cette interphase que Kazan a visiblement été trahi, car il aurait mis tout Pellos en danger. Pour quelle raison, j'en sais rien, et puis de toute façon, là tout de suite, j'ai clairement plus urgent à régler. La P2 de Spectre Lame, par contre, est beaucoup plus violente. Les patterns sont rapides, longs et surtout extrêmement violents, ce qui m'empêchera d'abuser de ma garde. C'est donc à ce moment du jeu où il faut que je commence sérieusement à maîtriser le système de Perfect Parry, ou alors que je privilégie le dodge à la garde en cas de perte de contrôle du combat. Après quelques tries, je parviens non seulement à apprendre tous ces patterns, mais j'apprends également comment optimiser mes dégâts sur un stun. C'est-à-dire à bien taper plusieurs fois avant d'exécuter le coup de grâce, pour maximiser mes dégâts. Ce qui sera d'ailleurs les prémices de combos bien plus dévastateurs que j'exécuterai plus tard. Dans un dernier élan, Spectre Lame tentera le tout pour le tout et parviendra presque à me la mettre bien profond. Mais je parviendrai quand même tant bien que mal à le vaincre. Kazan, aussi intelligent que sa chevelure est longue, ne terrassera pas Spectre Lame, mais conviendra d'un marché. Kazan sait qu'il a besoin de sa force démoniaque pour accomplir sa vengeance, et l'esprit a aussi besoin de lui pour restaurer l'ordre dans l'outre-monde. Si Spectre Lame aide Kazan dans sa quête, alors il lui rendra l'appareil. Et ainsi, naquit l'entente la plus prolifique entre deux personnes qu'on puisse espérer. Sous les conseils du spectre, je rejoindrai la crevasse, et sur le chemin, il me racontera sa life comme si j'en avais quelque chose à cirer. Mais vu que j'ai passé un pacte avec lui, je devrais au moins faire semblant de m'y intéresser. Le Spectre Lame est un amadame de puissants guerriers, des messagers de l'outre-monde, tous liés et sous les ordres de Caron. Ce dernier d'ailleurs constata que le monde des mortels fout le sbeul dans l'outre-monde. En effet, le fleuve du destin se tarit et l'équilibre entre la vie et la mort est rompu. Caron a donc envoyé Spectre Lame prendre possession d'un corps pour régler le problème et accomplir sa volonté. Mais ce spectre ne s'attendait clairement pas à ce que Kazan soit si puissant et ne flanche pas sous son contrôle. Nous arrivons maintenant à la crevasse, pardon. Et il s'agit en réalité du hub central, soit l'endroit dans lequel nous emprunterons les portails pour réaliser les différentes missions. Et notre premier arrêt sera les ruines du temple d'Embars. C'est à cet endroit que l'énergie de l'outre-monde s'échappe dans le monde des mortels, et nous devons découvrir pourquoi. Spectre Lame en profitera d'ailleurs pour me refourguer une quête secondaire. Comme je vous l'ai dit, le Spectre Lame est un amas de puissants guerriers, rappelez-vous. Et plus il y a de guerriers qui le composent, plus il est puissant. Il me sommera donc d'aller avoiner la tronche de l'esprit d'un guerrier qui vient de se réveiller pour en prendre possession. La première quête secondaire d'une longue série. Arrivé au temple, je constaterai que les morts-vivants sont effectivement de la partie, et je devrais achever la serpillière qui leur sert de cadavre une fois au sol si je ne veux pas qu'ils se relèvent indéfiniment. Puis je combattrai ma première toupie Beyblade. Et je ferai mon entrée au sein du temple où patrouille un paquet de saloperies draconiques qui ne demandent qu'à mordre la poussière. C'est juste à côté d'ailleurs que je trouverai pour la première fois le barde, qui me racontera sa vie alors que je fais tout ce que je peux pour lui montrer à quel point j'en ai absolument rien à cirer. Après avoir déglingué un draconien XXL sans absolument aucun problème, je rencontrerai Daphrona, une envoyée de Caron, qui a localisé la source de la fuite d'énergie que l'on recherche, et Bon bah c'est bon, il va peut-être se calmer la Yuri là, j'entends pas ce qu'elle me dit la petite dame. Tu voudrais pas agiter ton gourdin ailleurs, non? Mon de Zeus, mais qu'est-ce qu'ils sont mal élevés ici? Bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Daphrona est le PNJ qui me remettra des buffs en fonction des Amritas que je détruis dans l'émission. Enfin, les Amlites, t'as capté. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis que j'utiliserai mes premières Amlites pour prendre ma première amélioration. Pour fêter ça, je déglinguerai une majorette draconienne, j'atomiserai des draconiens innocents en pleine micro-sieste, puis je me ferai karma. Du coup, pour me venger, j'atomiserai une fois encore les mêmes draconiens innocents en pleine micro-sieste, et cette fois-ci, je me ferai pas karma. Mais à la place, je rencontrerai un ennemi d'élite, un ennemi surpuissant qui me mettra bien niveau loot une fois vaincu. Et c'est à ce moment-là que je me ferai karma. Je suis pas d'accord. Évidemment, comme je n'apprends absolument jamais rien de mes erreurs et que je n'ai aucun instinct de survie, j'atomiserai les draconiens endormis. Encore. Mais cette fois-ci, c'est moi qui infligerai le karma à cette engeance du démon. Ah bah non. Bon, par chance, je ne suis pas du genre à être têtu et borné. Du coup, je retue les serpillères à écailles, mais cette fois-ci, je gagnerai la bagarre sans aucun mal. Et oui, la leçon à tirer de tout ça, messieurs dames, c'est la suivante. Si quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas, bah, juste persister jusqu'à ce que ça marche. Bah ouais, y a pas de raison que le résultat ne soit pas différent si on fait constamment la même chose, n'est-ce pas? Attends, mais c'est pas la définition même de la folie, ça? Ouais, non, je dois confondre. Puis dans tous les cas, ça a fini par passer. Alors en appliquant cette stratégie à tout le reste du temple, je finirai par avoir accès à l'ascenseur et dérouiller la tuyauterie du garde qui le protège. L'âme de défiance.
soit un sac de frappe tridimensionnel qui ne mérite en aucun cas qu'on s'y attarde. Mais en gros, c'est en tuant ce mob que j'activerai la possibilité d'avoir les invocations. Des invocations de couleur rouge pour engager un duel contre un ennemi, ou doré pour recevoir de l'aide sur un boss. Spoiler, j'invoquerai uniquement des rouges, et absolument jamais des dorés. Pourquoi? Eh bien, parce que même si j'ai perdu ma dignité il y a bien longtemps maintenant, eh ben je fais toujours semblant à l'heure actuelle d'en avoir une. Ça coule de source, non? Une fois cet ascenseur déverrouillé donc, je débloquerai la porte menant au boss, je mettrai quelques compétences, et c'est d'ailleurs la dernière fois que je le ferai avant un très long moment, et puis je mettrai une déculottée stratosphérique au draconien qui faisait beaucoup trop le cow-boy tout à l'heure. Et voilà, bien humilié comme il faut celui-là. Et en plus, je m'y suis pas du tout pris comme un lâche, donc je peux me la péter, y a aucun doute. Comme un lâche ou pas, ça aide beaucoup à retrouver confiance en soi, hein, sachez-le. Maintenant, au sommet de ma prise de confiance, je farmerai justement mes quelques premières âmes de défiance, en les invoquant depuis ces failles rouges là. Personne ne me le dit, mais tout à l'heure quand j'ai touché mes fils, mes câbles pour remettre un truc en place, j'ai tiré sur le câble de la caméra, ça l'a levé au plafond. Tout le monde s'en prend le cul, ça me termine. Une fois le respect inculqué à tous ces insolents, j'irai en faire de même avec le boss de la zone, qui n'en mérite pas moins. Vipère, soit à mon sens, le vrai premier boss du jeu. Un ennemi exceptionnel, tout comme je les aime. Des patterns rapides, exclusivement au corps à corps, mano à mano comme deux individus bien membrés. Ce combat, à l'instar d'une danse de type flamenco, est très rythmé et envoûtant, et il me faudra un certain temps pour apprendre tous les patterns par cœur et en venir à bout. Un poil plus d'une heure, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour le vaincre. Mais ce combat est celui qui nous apprend le jeu à la dure, celui qui nous apprend à maîtriser toutes les mécaniques et comment optimiser ses enchaînements, pour que, plus tard, quiconque ayant traversé cette étape soit bien plus fort. Mais avant d'être plus fort, il y a l'étape où on ramasse la savonnette, hein. Arrête. T'en supplie, lâche-moi. Arrête. Ah bah je vous l'ai dit qu'on apprenait le jeu à la dure, hein, je vous ai pas menti. Et ça c'est même pas le pire, il a une P2 le bonhomme. Une P2 où il sera bien plus volumineux et beaucoup plus puissant sur ses frappes. Mais évidemment, qui dit plus gros, dit plus lent, et donc plus facile. Mais pas de beaucoup, hein. À force d'acharnement, ce qui est manifestement l'un des boss les plus marquants et agréables du jeu à combattre, finira par plier le genou sous la pluie de mes coups. Après cette victoire, on mérite bien une petite cinématique, non? Dans cette dernière, on apprendra que Kazan, accompagné de son plus proche ami Ozma, sont tous deux les héros qui ont vaincu le dragon berserk, Ismar, et accessoirement libéré l'humanité de sa tyrannie. Ces deux protagonistes étaient dévoués et fidèles à l'empereur, mais celui-ci, avec l'aide d'un certain Pavel, finit par les trahir, et fit exécuter Ozma, avant de tenter d'infliger le même sort à Kazan, nous amenant aux événements du début du jeu. La vengeance de Kazan, il en va sans dire, sera donc terrible. Mais d'abord, il faut résoudre ce problème de tuyauterie de l'outre-monde, je vous rappelle. Et il se trouve qu'ici, on a seulement réglé le problème en surface. Il faut donc continuer à chercher l'origine du problème. Retournons donc à la crevasse, où l'énergie de l'outre-monde permet au monde des vivants et celui des morts de se croiser, permettant accessoirement à Kazan d'invoquer quelconque mort comme s'il était vivant. Et ça permettra également à Daphrona d'ouvrir des portails, menant à n'importe quel endroit de ces deux mondes. Mais d'abord, quête secondaire. Et oui, rappelez-vous, j'ai une endive au jambon de guerrier à me farcir pour renforcer mon spectre-lame comme s'il s'agissait d'un vulgaire Pokémon. Kefta le rigoureux, qui me mettra 2 ou 3 fessées avant que j'en vienne à bout. En le battant d'ailleurs, je déverrouillerai la possibilité de l'équiper en tant qu'effet de compagnon, que j'aurai l'occasion d'améliorer plus tard si je trouve les items associés. Spectre éveillé. Kefta aura d'ailleurs pour effet d'augmenter ma régène de stamina, ce qui est très bon à prendre. Avant de partir, j'explorerai complètement la crevasse, toutefois très petite. Je taillerai une bavette avec Oksana, celle qui gère tout ce qui gravite autour des lacrymas, auprès de laquelle je démantèlerai ma première armure obsolète pour la transformer en ce précieux lacryma. Souffle de larmes. Je trouverai également en cette crevasse un coffre caché, recelant la magnifique armure du bourreau avec des stats parfaites pour mon gameplay, et m'octroyant par ailleurs l'allure de Léonidas lui-même. C'est moi cette dégaine. Spartiate, quel est votre métier? Désormais fin prêt, je me rendrai au village de Frau, endroit où devrait se trouver Pavel, la raclure qui m'a trahi en premier. Enfin, je dis moi, mais c'est Kazan, hein, évidemment. Mais après autant de temps passé ensemble, c'est comme si on était intimement liés dorénavant. Dwimuk, l'un de mes anciens soldats, m'accompagnera sur place pour m'apporter un soutien psychologique. Et psychologique uniquement puisque je ne le verrai pas une seule fois sur le champ de bataille. Ici, l'ambiance est plutôt apaisante. C'est donc de manière apaisée que je défoncerai Pumba sans une once de respect, ainsi que quelques âmes de défiance pour garder mes bras déliés. Je combattrai aussi mon premier Ténia Maxi Best-of et Winnie l'ourson V2, pour ensuite oblitérer mon second Ténia Maxi Best-of. Pour un solo deck, c'est un peu tout à l'heure,
qu'on s'appelle. Ce après quoi je sauverai une mère et son enfant d'une mort imminente. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'ils foutaient encore là alors que les draconiens sont installés depuis belle lurette, ça pourrait m'être utile, hein. Ouais non, en fait je rigole, j'en ai rien à foutre. Moi tout ce qui m'intéresse, c'est décalquer la carafe de toute âme qui vive, comme ce baltrou là. Un nouveau type de draconien qui avait pour unique but de m'encastrer la tête dans mon propre œsophage. Encore un bel insolent si vous voulez mon avis. Et visiblement, celui-ci gardait l'entrée de la ZUP du village, en jugé par ce gang de racailles qui sème la terreur dans les environs. Une chance que je sois là pour leur décrasser la cafetière en bonne et due forme. C'est non loin de là d'ailleurs que j'infligerai une fessée déculottée comme on a rarement vu sur un ennemi d'élite. Ce après quoi je serai dûment récompensé. Ok. À force de tatanes infligées, je finirai par atteindre Volbaino, le boss de la zone. Un genre d'hybride entre un caribou et un ornithorynque en décomposition. Celui-ci était d'ailleurs aux prises avec la magnifique Elamein. Magnifique, hein, il va sans dire, mais qu'on aura tout le loisir de détester par la suite, veuillez bien me croire. Ce combat, pour ne pas changer, est extrêmement bon. Le combat n'est pas rapide, certes, mais pas lent pour autant, et il faudra alterner entre parade sur les coups classiques et dodge sur les coups enflammés. Ce en plus de quoi, il faudra également faire attention aux AOE du boss en alternant d'un morceau de l'arène à un autre. Un combat, encore une fois comme je les aime, à savoir bourrin, uniquement au corps à corps et avec un rythme ininterrompu entre frappe, pari et dodge. Après un peu plus d'une demi-heure de trail, le combat devient parfaitement fluide et maîtrisé, et il n'en faudra pas plus pour en finir avec cette carcasse d'animal mouvante. A défaut de trouver Pavel ici, je ferai la rencontre de Elamein, qui me dira que le GPS m'a mal indiqué mon chemin, et que Pavel se trouve au château de Palémion. Pour l'atteindre, je devrais traverser la grotte de Skofa, et Elamein se proposera de m'accompagner. Une fois sur place, je comprendrai que c'est ici que le fun a pris la poudre d'escampette, puisqu'il s'agit de la zone poison du jeu. Un style de zone qui se trouve dans tous les Souls-like qui se respectent. Ou dans tous les Souls-like tout court, à vrai dire. Je devrais ici foudroyer de nombreuses araignées, et des chauves-souris de tous ces grands morts que j'apprendrai très vite à ne pas pouvoir blairer. Mais c'est aussi ici que je trouverai mon tout premier parchemin spécial, bien planqué comme il se doit. Parchemin spécial. Je rencontrerai ensuite, beaucoup trop vite, mon premier élite chauve-souris, alors que j'ai eu ma première version normale il y a à peine 15 minutes. Et par chance, le combat se passera très bien, puisque cette saloperie n'a même pas eu le temps de broncher une oreille. Ah ouais, j'aurais pas pu rêver mieux, hein. À force de pustules empoisonnées éclatées, et avouez que c'est quand même sacrément satisfaisant, d'araignées découpées et de diablotins oblitérés, En même temps, on est en god mode, hein, je peux littéralement rien faire. Là. Ouais, alors ces araignées-là, c'est les araignées qu'on appelle Rocky Balboa. Tu te prends des enchaînements du percute avec celle-là, mon petit gars, laisse tomber. Hein. Et j'arriverai donc dans la fameuse zone des marais. Ah oui, tu la connais celle-ci, elle est dans tous les jeux de ce genre. Et c'est ici en l'occurrence que je retrouverai pour la seconde fois le barde, qui me racontera toujours sa vie et à laquelle j'en aurai absolument toujours rien à secouer. Mais c'est aussi ici que je rencontrerai mes tout premiers ennemis à barre rouge. Comme t'as sûrement déjà pu le remarquer, la barre d'endurance change de couleur selon le type d'ennemi. Une barre violette veut dire que la barre d'endurance ne remontera jamais, il est donc possible de prendre son temps pour la retirer. Une barre blanche est souvent assignée à des ennemis plus rapides et humanoïdes, et celle-ci se retire plus rapidement mais est susceptible de remonter à 100% si l'intensité du combat faiblit, puisque l'ennemi a la possibilité de la régénérer. Mais les barres rouges, elles, c'est les pires. Ça veut dire en gros que l'ennemi est imperturbable, impossible à stun et extrêmement agressif. Il faudra donc jouer sur les perfect paris jusqu'à retirer cette barre pour foudroyer l'adversaire sur un coup de grâce fulgurant, avec lequel on aura ajouté un petit combo de compétences à capter. Ce style d'ennemi me fait d'ailleurs beaucoup penser aux ennemis qui ressemblent à Voldo dans Sekiro, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Personne ne voit mec, absolument personne. Enfin bref, on s'en fout, je suis juste parti en steak. Après avoir traversé cette fosse sceptique à ciel ouvert donc, je ferai face à Aratra, le boss de la zone. Et là ça y est, autant vous dire qu'on n'est plus du tout sur quelque chose de fun. C'est littéralement le premier boss casse-bonbon du jeu, qui vous aspergera de venin, c'est-à-dire un debuff encore plus vénère que le poison, et devra être vaincu en se concentrant uniquement sur ses points faibles. À savoir ses deux pattes avant et son énorme cul. Ces patterns par ailleurs ne sont pas vraiment cool à apprendre, hein, et honnêtement, je détesterai ce boss bien comme il faut au premier abord. Plus tard par contre, quand je ferai les NG+, j'apprendrai à bien plus l'aimer puisqu'il n'est pas si horrible que ça dans le fond.
Mais en découverte, autant vous dire que ce boss fait plutôt l'effet d'une pomme de pain éclose dans le derche qui rentrerait à contre-courant. Et c'est presque 45 minutes qu'il me faudra cette fois-ci pour réduire cette vermine en purée d'arachide. Enfin, en purée d'arachnide, t'as capté. J'adore rire. Et visiblement, cette saloperie n'est pas morte, et en redemande. Mais vu que j'ai la flemme de finir le boulot, c'est Elamane qui finira cette satanée bestiole et me piquera le kill. Bon, j'espère juste qu'avec ce que je lui ai mis dans la tronche, cette assistance comptera au moins comme un kill dans le tableau des scores. Ah, qu'est-ce que j'aime me faire carotte mes kills, moi. Cette araignée n'a pas été vaincue pour rien d'ailleurs, puisqu'elle retenait le forgeron prisonnier dans l'une de ses toiles. L'occasion pour moi donc de le libérer pour par la suite lui rendre une petite visite. Mais avant ça, Dwimook m'arrêtera et m'orientera vers une mission annexe où je devrais rencontrer un mec avec un pot sur la tête. Bon, tout de suite, je me dis qu'il s'agit de Let Me Soloer qui souhaite me défier en 1v1. Alors évidemment, je me chie dans la culotte et décide de ne pas prêter attention à cette requête. Ce qui sera d'ailleurs une belle erreur. En allant voir le forgeron donc, celui-ci me remerciera de l'avoir sauvé en me demandant d'aller chercher son marteau. Attends, j'ai pas compris là. À quel moment c'est des remerciements ça? Il me prend pour une pomme dauphine lui ou quoi? Pour me remercier, le mec me prend pour un larbin à aller chercher ses petites affaires, là, mais c'est une blague ou quoi? Enfin bref, c'en est littéralement trop pour moi, je me casse, direction la citadelle de Polémion. Cette citadelle est l'endroit où Ozma et Kazan ont été torturés par Pavel, l'enfant de Guenaude à qui on vient infliger une correction supraliminique. Je commencerai donc mon exploration dans le village adjacent au château, où les flammes et de nombreux soldats m'attendent de pied ferme, sans parler des saloperies de chiens de la casse. Littéralement. Et puis je finirai par arriver dans l'enceinte du château. Ah, les châteaux, certainement les meilleurs endroits de ce genre de jeu. Avec un level design toujours très appétissant, des hordes de soldats qui vous tentent des pièges comme des insolents, et des tonnes de servants qui prennent la foudre gratuitement alors qu'ils sont complètement innocents. Ouais, mais les soldats m'ont énervé aussi, fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui trinque. Oui bon ok, j'avoue, l'excuse est pas ouf, mais moi ça me suffit, hein. Enfin bon, c'est surtout que, qui dit château, dit nouvelle créature invisible insupportable. Quoi, comment ça, y a aucun rapport? Ouais, c'est pas faux. Toujours est-il que ces ennemis-là, ils ne vous laisseront pas en placer une, croyez-moi. Et si vous voulez les octir rapidement, la technique est de les attaquer avant qu'ils commencent à s'acharner. Si vous frappez le premier, alors qu'il n'a pas encore émergé de son invisibilité, il n'y a aucune chance qu'il vous touche. Voilà, c'est tout pour le tuto, pense à t'abonner mon salaud. Oula, faut que j'arrête mes conneries moi, les gens vont finir par croire que je suis un vrai youtubeur, alors que je suis une fraude interstellaire. Allez, reprenons avant que je grille ma couverture, moi. C'est dans les souterrains de ce château que je rencontrerai Andel, un proche cousin de Armin dans l'attaque des titans. Il me dira de me mettre en garde car un certain Rankus rôde dans ces lieux, et il risque très probablement de me mettre la tête au carré puisqu'il s'agit d'une raclure impitoyable. Ouais bon, c'est ce qu'ils disent tous, hein, ces malandrins. Allez, assez de balivernes, reprenons la route. Après avoir traversé une zone où la sécurité a l'air extrêmement limite... Ok. Je ferai face à ce fameux Rankus, alors qu'un certain Tristan émergera de nulle part pour me voler la vedette avant que le scénario ne lui rappelle où est sa place sans prendre de gants, à savoir le caniveau. Ni une ni deux, Rankus continuera sa frénésie meurtrière en ravalant la façade de Pavel lui-même, me privant de ma tant attendue vengeance. Et ça, c'est tout bonnement inacceptable. Je vais devoir me venger de la personne qui m'a empêché de me venger pour accomplir ma vengeance. Oui, bon, je sais, à ce stade-là, j'essaie même plus de cacher le fait que je cherche juste à déglinguer tout ce qui bouge. Je vais les chercher de plus en plus loin, mes excuses, je m'en rends bien compte. Ce combat, au premier abord, ne semble pas très compliqué. Les premiers patterns sont essentiellement au corps à corps, soit tout ce que j'aime, mais très vite, le bougre commencera à me tirer dessus avec son Ultima Arma et m'enverra des Spartan Kicks tout droit sortis de Dragon Ball. Très vite, je comprends que si je veux prendre ce boss sur mon terrain, je ne dois pas le laisser respirer. Dans un Souls-like, il est essentiel, en plus de connaître les patterns, de savoir dans quelles conditions il se déclenche. C'est ce qui permet entre autres de se placer par rapport au boss de façon à ce qu'il joue le jeu que nous voulons qu'il joue. Si je laisse Rankus jouer, alors il tentera constamment de prendre de la distance pour me tirer dessus. Et ça, c'est clairement pas ce que je recherche. Alors, sans réfléchir, je me jetterai constamment sur lui, l'empêchant de respirer, et l'obligeant à déclencher les patterns de corps à corps. Ce qui est doublement bon puisque sa barre de vie blanche est rapide à retirer, et par ses actions, aura rarement le temps de se régénérer. Ainsi, après une poignée de trailles, je terrasserai ce qui ressemble de près ou de loin à la progéniture de Spider-Man et Kraven sous antibiotiques. Je crois qu'il y avait une P2, mais dans le trophée, il est tombé 1 heure après. Tristan nous apprendra alors que la trahison contre Kazan est uniquement orchestrée par l'empereur, qui avait prévu le coup il y a bien longtemps. Pavel n'a jamais été un traître. Au contraire, c'est même lui qui a sauvé Tristan. Tristan qui était un soldat sous les ordres de Kazan à l'époque, alors que l'empereur l'avait fait enfermer pour complicité. À l'époque, une embuscade avait été organisée pour voler une lettre à Kazan ordonnant le retrait des troupes en direction de Vitalon. C'est de ce commanditaire qu'est née cette trahison. C'est cet acte qui a tout déclenché. C'est donc ce commanditaire qu'il faut retrouver, et lui infliger la punition qu'il mérite. Yes, j'ai toujours une vengeance à accomplir, let's go. Les responsables de cette attaque se font appeler les Voilames, et ils se terrent à Nadine. Nadine Mouk, Nadine Babek. Ah! Leur chef s'appelle Malouka. Il est temps de lui rendre une petite visite de courtoisie. Avant de partir, Tristan nous avouera la raison pour laquelle l'empereur a trahi Kazan. Et c'est la jalousie, bien sûr. L'empereur était terni par l'image du héros, de celui qui avait vaincu le dragon berserk. C'est de la cupidité, rien de plus. Allez, en route pour le cratère de Nadine. C'est le cratère de Nadine Imok.
Pour les connaisseurs. Il a fait ça de l'acte de nerdigote, hein? Ici, je serai reçu par une énième armée de morts-vivants, et les lois de la gravité ne semblent pas être les mêmes qu'ailleurs en ces lieux. Allez, qu'est-ce qui se passe? Après avoir combattu un guerrier bien trop résistant pour son propre bien, m'être fait pénétrer de toutes parts par l'insolence des araignées résidentes des lieux, avoir évité d'énormes boulets de canon ne provenant pas de canon, et m'être fait, une fois de plus, gangbang par la faune locale, je découvrirai un fait étonnant. Et en plus, je me fais empoisonner, super. Comment ça? S'il y a des ennemis environnants, on ne peut pas utiliser les ascenseurs. Alors ça, c'est carrément cocasse, on me l'a encore jamais fait. Hein. Des ascenseurs qui perdent leur couille face au danger. Faut reconnaître que c'est assez particulier quand même. Anna, il y a du combat. L'interrupteur, il cesse de fonctionner. Il y a une alarme vérissure dessus. Tu peux être sûr que tu peux essayer, là, ça marchera pas, mon bonhomme. Ah bah ouais, mais on dirait pas comme ça. Hein. Ça doit être une plateforme en bois. Alarme dernier cri dessus. Hein. Et puis mon chemin croisera celui de Elamain, qui m'expliquera que les Voilâmes sont à la base un groupe de justiciers protégeant la population face aux nobles. Mais que du jour au lendemain, tout a soudainement basculé, et Malouka s'est mis à être cruel pour aucune raison. No matter how hard I tried, I couldn't understand what made him change so much. And in the end, that's why I left. Il y a eu 2 titres de Linkin Park dans la même phrase. À vous de les trouver. Si je saute de là, je prends des damages. Mais j'aime le risque. Wesh. Des ninjas, je te dis. Je peux rester couché. Te lève pas pour moi, y a pas de problème. Cette zone est très longue à parcourir et à explorer. Pour mon plus grand plaisir, cela va sans dire. Mais c'est très vite, trop vite même, que je ferai face à l'un des meilleurs boss du jeu, à savoir Malouka lui-même. Il est littéralement l'incarnation de tout ce que j'adore. Un combat extrêmement rapide, avec des combos infinis, et avec un style de malade mental, bordel. Sa P1 est relativement tranquille, quoique déjà bien sportive. Hein. Mais ce n'est que le calme avant la tempête qui va se déchaîner pendant la P2. Un genou au sol, Malouka se transformera en une abomination, et Spectre-Lame lui-même s'exclamera « Terrifié, le chaos ». C'est ainsi qu'il l'appellera. Et c'est clairement ce qu'il compte déchaîner sur mon visage. Ses attaques, à l'image d'Odin dans Final Fantasy, sont certes plus lentes, mais chargées d'une insolence et de multitudes de dégâts quand elles parviennent à atteindre leur cible. C'est-à-dire, dans ce cas précis, mon énorme front, t'as capté. Contre ce boss, il est quasiment impossible de réussir sans connaître les timings parfaits de chacune de ses attaques chargées. Si elles touchent, je me fais détruire. Mais si je parviens à les contrer, alors ma fenêtre d'attaque est énorme. Toutefois, la bonne chose à savoir, c'est que le chaos est à effet temporaire. Si je parviens à survivre à cette phase de démence, Malouka repassera à une phase similaire à la P1, avant de, progressivement, se recharger et redéclencher son chaos. Il est donc possible, dans cette phase, de jouer plus défensif, le temps que les choses se tassent. Mais la défense, vous êtes au courant, c'est pas mon truc. Et puis ne dit-on pas de toute façon que la meilleure défense c'est l'attaque? Ça, c'est mon truc. Il me faudra presque 1 heure de combat acharné pour comprendre tous les timings de ces attaques et riposter du mieux possible. Et enfin, je détruirai ce qui, pour l'instant, représente le boss le plus dur du jeu. Et j'ai bien dit pour l'instant, car plus tard m'attendent de bien pires menaces. Force rouge contre force violette, les 2 Power Rangers en finiront une bonne fois pour toutes, et Kazan mettra définitivement à terme à cet affrontement. Parce que t'es à chier, mec. Il est mort dans un vieux pet de fou. L'Outre-Monde, l'endroit où se réfugie l'âme des morts. S'il est perturbé, c'est parce que moins d'âmes y parviennent. Après avoir vaincu Malouka, Spectre-Lame comprend que le chaos est visiblement la cause de tout ça. Et maintenant qu'on a enfin une piste, il va falloir poursuivre l'enquête. Eh ben, Et la main nous dira qu'El-Ravaka est l'endroit où se rendait Malouka juste avant d'avoir changé. S'il a été affecté par le chaos, ça provient forcément de là-bas. Il faut s'y rendre pour comprendre comment il fonctionne. Mais d'abord, petite pause quête secondaire. Vous vous rappelez du mec avec le pot sur la tronche qui veut me parler là? Bah il serait temps d'y aller, non? Même si j'aurais clairement dû le faire avant. Et sa mission est simple. Sur place, je dois simplement trouver quelques pots dissimulés dans les environs, à l'image des Kodama dans Nioh. Et une fois cette mission terminée, je débloquerai la possibilité de ramasser ces pots dans chacune des missions que je traverse, et ce quelles qu'elles soient. Ce qui veut dire qu'en faisant cette mission un poil trop tard, je devrais relancer les missions que j'ai déjà faites auparavant pour récupérer ces pots. Mais bon, en soi, c'est pas trop grave, hein. Il y a juste une mission que je devrais refaire, et je n'avais de toute façon pas ramassé toutes les Amrita, donc c'est ok. Toujours est-il qu'en ramassant mon premier pot, je serai récompensé par ce trophée. Les pots de dungeon. Je ferai ensuite une petite mission secondaire, où j'utiliserai pour la première fois la Spectre Forme.
Un genre d'ulti qui ne fait pas vraiment beaucoup de dégâts, mais qui permet d'être au moins invulnérable le temps de son utilisation. Cette spectre-forme m'a été prodiguée pendant le combat de Power Rangers, rappelez-vous. Dans cette mission, je réaffronterai également une version du boss bouquetin de tout à l'heure. Une formalité, étant donné que ses patterns sont sensiblement les mêmes. Toujours dans les missions annexes, il faut aussi que j'aille récupérer le marteau de l'incapable de forgeron, mission dans laquelle m'attend entre autres une leçon d'humilité. Oh, ça y est, là, faut me laisser maintenant. Oh là là. Ouais, c'est bon. Là, je vais revenir furieux, là. C'est aussi ici d'ailleurs que j'apprendrai qu'on peut pré-shoot les saloperies de Ténia géant là. Et ce move là, croyez-moi qu'il va bien me simplifier la vie dans le futur. Après avoir vaincu le boss de la zone, un Pokémon ours sans importance, je récupérerai le marteau et le rendrai à son propriétaire. Sans perdre plus de temps donc, je démantèlerai des armes et des armures pour récupérer des matériaux. Détermination du forgeron. Et je fabriquerai un équipement qui me sera utile environ 17 minutes, temps avant lequel je looterai bien mieux dans un tas d'ordures. Forgeron expérimenté. Après avoir pris soin de l'apparence de mon perso pour en faire un vrai bad boy, j'irai également voir Dwimook, auprès duquel je vendrai un objet pour de la thune, qui accessoirement ne sert absolument à rien dans ce jeu. Sagesse du marchand. Et auprès duquel également j'achèterai un article. Uniquement pour le trophée évidemment, parce que y a absolument aucun autre intérêt. Marchand ingénieux. Oksana me dira ensuite qu'elle recherche une boîte de Kaleido. Et outre le fait que j'en ai parfaitement rien à secouer, je vais quand même devoir aller la chercher, parce que sans ça, je ne pourrais pas avoir accès à une feature de ce PNJ. Feature évidemment nécessaire pour débloquer un ou plusieurs trophées. Et moi, s'il y a bien un seul et unique truc qui me motive dans la vie, c'est les trophées, alors en avant. Après avoir tartiné une quantité non négligeable de spectres, c'est 2 de plus que je devrais fumer en tant que soi-disant boss de cette zone. Une formalité évidemment pour le Grand Kazan, avant de mettre la main sur la Kaleido Box. Celle-ci me permettra en l'occurrence de modifier les propriétés d'un équipement, soit ses affixes ou ses perks si vous préférez. Kaleido. Et je pourrais également transmuter un équipement, c'est-à-dire attribuer à un bon équipement le niveau d'un équipement inutile qui lui serait supérieur. Un genre d'infusion si vous préférez. Volonté indomptable. Une fois toutes ces features qui me seront parfaitement inutiles apprises, je retournerai chez le forgeron pour faire du tri dans mon équipement et fabriquer un objet spécial. Touche artisanale. Bon, spécial c'est un bien grand mot, c'est juste un item de set quoi. Mais bon, je peux comprendre, moi aussi quand j'étais petit, ma maman n'arrêtait pas de dire que j'étais spécial. J'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire par là d'ailleurs. Enfin bon, l'heure n'est pas aux confessions intimes, mais à la baston ultime. Retour sur le terrain donc, toujours pour clear mes missions annexes. Mon petit péché mignon d'ailleurs. Et dans celle-ci, je rencontrerai Xylance, un draconien analphabète qui n'a pas l'air aussi vilain que ses congénères. Et celui-ci va d'ailleurs me demander de sauver sa famille. Bon, bien que le bénévolat ne soit pas mon truc, je n'y suis pas opposé pour autant. Ça m'aide d'ailleurs à apaiser ma conscience quant aux dizaines d'innocents qui périssent dans mes missions comme des vulgaires dommages collatéraux. Et ce en plus sans jamais le faire exprès. Enfin bon, je vais éviter de creuser alors que je suis déjà au fond du trou. Allons aider cet orphelin. Dans cette zone, j'affronterai Xaldine, une copie conforme de Vipère. Une autre formalité donc. Enfin, formalité, il me l'a quand même mise 2 fois ce vilain garnement. Une fois vaincu, j'annoncerai la triste nouvelle à Xylance que sa famille n'est plus de ce monde, et celui-ci promettra de se venger. Ah, ça fait plaisir de voir la jeunesse marcher dans ses pas. J'ai toujours su que j'étais un bon exemple. Mais bon, là pour le coup, exceptionnellement, j'y suis pour rien. Xylance se considère plus humain que draconien. Son but désormais, donc, comme Kazan, est d'assouvir sa vengeance. Et ce, contre les individus qui ont tué sa famille. Kazan, donc, qui est complètement compatissant avec cette cause, lui remettra alors l'écaille d'Ismar, un artefact permettant de détecter les draconiens. Un outil qui facilitera sa vendetta. Le général Nemes, ce serait lui le responsable de la mort de sa famille. Très vite donc, je le retrouve sur place pour l'aider dans sa quête. C'est bien tous détestables là, c'est rigolo. Non mais tu tombes là. Tu veux rien savoir, tu... Voilà, va dans l'eau maintenant. Ta mère toi aussi. Vas-y dans l'eau. Oh. Jamais, mais au grand jamais, verrouiller une cible sur ce genre de passage. Alors, on coup là. Bah alors. Ils descendent, ils se font fumer, ils remontent. Merci l'ambiance. Nom de Zeus, quel coup de poker! Le responsable de la mort de sa famille n'était autre que lui-même! Et ce petit saligo est capable de muter en la P2 de Vipère!
Encore une formalité donc. Ouais, je sais ce que vous vous dites là, ça commence à faire beaucoup de formalités, on est d'accord. Hein. Mais c'est normal, hein, c'est souvent le cas avec les missions annexes, qui se contentent simplement de réutiliser les boss principaux en des déclinaisons un peu plus simples. Ce qui veut dire qu'avec leur pattern encore frais dans votre tête, bah y a pas grand chose qui peut vous arrêter. Hein. Et là en plus, dans ce cas-là, hein, dans le genre formalité, on parle littéralement d'une formalité de 1 minute 30 pour ce petit insolent. Hein. Ah bah c'est clair qu'il méritait pas une seule seconde de plus. Hein. Ainsi, après lui avoir mis la fessée qu'il mérite, je lui offrirai le repos éternel. Silence l'humain. Bon, bah il est enfin temps de reprendre la mission principale. Direction El Ravaka donc, pour enquêter sur le Cassos, sur le chaos. Sur place, je ferai équipe avec Elamein, et nos liens se resserreront. Et c'est beaucoup trop beau. Et ce qui est beaucoup trop beau dans ce genre de jeu finit forcément par partir en steak comme il faut très rapidement. Hein. Et étonnamment, ça va pas louper. C'est une très longue exploration qui m'attend. Une fois encore pour mon plus grand plaisir. Entre égouts tout bonnement inévitables dans le monde du jeu vidéo, les mobs insupportables qui les habitent, et autres puzzles endiablés, je retrouverai enfin Elamein, retenue dans une Pokéball à l'image d'Ange dans Borderlands 2. Et on sait tous comment ça a fini cette histoire. Je m'engagerai donc à la délivrer, alors que celle-ci se fait visiblement recharger comme une ampoule par l'énergie du chaos. De ce fait, je devrais laver le fion de mobs encore et toujours plus chiants. Ça fait beaucoup là, non? Et évidemment, le chaos avait fait son effet. Elamein ayant son âme altérée, elle tentera de me découper comme une vulgaire merguez. Et ainsi s'engage l'un des combats les plus injustes et dégueulasses de ce jeu. Combat que j'ai d'ailleurs fini par apprécier après très longtemps, mais ce à une seule condition. Et oui, si ce boss est insupportable, c'est parce qu'elle a un bouclier. Bouclier derrière lequel elle se cache en permanence et qui annule l'intégralité de vos dégâts. Hein. Et ça, c'est sans parler du fait que si vous êtes à court de stamina, elle vous foncera dessus pour vous embrocher comme une vulgaire brochette. Ah bah autant vous dire qu'avec Elamein, c'est elle qui s'occupe du barbecue, hein, et personne d'autre. Et ça, c'est encore sans vous parler de l'électricité, son élément passif, qui affecte très sérieusement votre endurance, au point de quasiment vous handicaper complètement. Ce combat, vous l'avez donc compris, est ce que l'on appelle communément une purge. Mais rassurez-vous, pour rendre l'expérience plus satisfaisante, il est possible d'équiper une armure très précise, l'ensemble d'obscurité profonde, qui, en équipant 3 de ces pièces, permet de tout simplement ignorer 90% de la garde de l'ennemi. En d'autres termes, avec cette armure, je n'ai même plus à me préoccuper du bouclier d'Elamein. Je peux littéralement recommencer à jouer normalement. Pour vous dire, j'ai passé littéralement 1 heure à me faire savater comme c'est pas permis, mais au moment où j'ai équipé cette armure, il m'a fallu seulement 2 tries. Bon, certes, j'ai clairement appris les patterns hein, pendant 1 heure, ça va sans dire, mais bon, c'est clair que taper à blanc les 3 quarts du temps, ça aide pas non plus à remporter le combat. Hein. Elamein est réduite en poussière, le chaos l'a quasiment entièrement consumé. C'est triste, certes. Mais bien fait pour sa gueule quand même, faut l'avouer. Hein. Non mais faut dire les termes à un moment donné aussi, c'est bon. Hein. Et puis de toute façon, on n'a pas le temps pour le deuil. D'après Tristan, Julian est sur le point d'être exécuté. Et même si je ne sais absolument pas qui c'est, bah visiblement c'est encore Bibi qui s'y coltine hein, pour aller lui sauver la vie. Mais d'abord, quête secondaire. Et à peine arrivé, je mettrai la branlée de sa vie à un ennemi élite. Et oui, je viens de vous mettre la séquence en entier, juste pour le plaisir. À la fin de cette mission, m'attend d'ailleurs Rankus V2. Pas une formalité pour le coup, puisqu'il va clairement me la mettre une pelletée de fois avant que j'en vienne à bout. J'ai littéralement mis 3 fois plus de temps à le battre lui par rapport à Rankus. C'est vous dire la canaille que c'est, hein, l'enfluent. Allez, direction les mines de Linon maintenant, où Julian m'attend sagement au fond d'une geôle. Bon, là, à partir de maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on accélère salement niveau cadence, parce que sinon, ça va plus être une vidéo, ça va être un film. Et ça, tu sais très bien que c'est pas mon genre. Les mines, c'est cool. J'ai tué des trucs, et c'était trop bien. Et puis après, bah, il y avait des trucs moins cool, et c'était moins bien. Allez, baisse ta mère, carrément. C'est une blague, là. Oh, toi, je vais pisser sur ton cadavre, mon gars. Mais attends. Attends même pas 2 secondes, t'inquiète, j'arrive. C'est vraiment si je te croise, gros, la vie de ma mère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien si je te croise, tu vas voir que c'est d'aller de la fin dans la virelle. Wallah, wallah, gros. Bref, sale bâtard. Ce qui est fou, c'est qu'on est quand même encore une fois sur un jeu avec des mineurs. Pour moi, c'est devenu un pattern. Hein. S'il n'y a pas des mineurs, c'est pas un jeu digne de ce nom. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se mettre des youtubeurs dans la poche. Hein. Quel est le faible des youtubeurs messieurs, je vous prie. Bah les mineurs, pourquoi? Vous m'en foutez partout dans le jeu. Ah!
Anneau dégorgeur que j'ai eu. Anneau dégorgeur. En 2 mots. C'est important. Ta gueule! Arrête! Arrête! Je viens de péter le cul d'un mineur. Est-ce que ça fait de moi un youtubeur? Je ne sais pas. Mais je pense que je suis déjà plus accepté parmi eux. Je vous demande de vous arrêter. No! God, please, no! 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 Pourtant bien que je fais ça. Et quoi de mieux pour conclure un endroit cool qu'un boss encore plus cool? Messieurs, dames, je vous présente l'un des boss que je préfère de ce jeu. Honnêtement, je me risquerais même à dire que c'est mon petit péché mignon, celui-là. Shaktuka, la bête de Linon. La tête de Linotte. Cette bestiole est tout bonnement incroyable à combattre, exception faite de la peste qu'elle vous applique si vous ratez votre pari. Mais ça ne fait que rajouter du piment sur ce plat déjà très savoureux. Ce boss, c'est le classique pour un ennemi de cette taille. Des patterns toujours intéressants, pas trop rapides mais sans trop de délai non plus, sauf exception bien sûr, et qui vous offre de grosses fenêtres pour contre-attaquer. C'est sur ce boss en l'occurrence que je trouverai mon nouveau et définitif moyen de faire de gros dégâts. Ce combo de coups là. Alors, vous m'avez certainement vu l'utiliser avant, mais je l'utilise différemment maintenant. En gros, je maintiens une attaque lourde chargée tout en courant, ce qui fait que l'attaque est visuellement la même, mais fait 2 fois plus de dégâts que si je faisais une simple attaque lourde non chargée. Et quand j'ai découvert ça, j'ai littéralement compris à quel point j'avais perdu énormément de dégâts tout au long de mon aventure. Mais bon, vieux motard que j'aimais, comme on dit. À l'issue de ce combat extrêmement satisfaisant, je remettrai la bête dans sa cage. Enfin, dans son cercueil, quoi. Julian est enfin sauvé, et il a quelque chose de plutôt intéressant à nous raconter d'ailleurs. Il s'avère qu'en réalité, Ozma, l'acolyte de Kazan, n'est pas mort, contrairement à ce qu'il pensait. Mieux encore, c'est Ozma lui-même qui aurait comploté avec l'empereur, et simulé sa propre mort pour trahir tout le monde. Kazan ne veut pas y croire, il doit trouver son ancien ami pour comprendre. En ce moment même d'ailleurs, Ozma se permettra de destituer l'empereur de ses fonctions, et de manière plutôt définitive on va dire. Julian ne sait pas où se trouve Ozma, mais sait où se trouve Troka, sa mage personnelle, et elle se trouve à Aldevir, ce qui constitue donc notre prochain arrêt. Mais d'abord, quête secondaire! Dans celle-ci, je retournerai dans la mine pour sauver les soldats encore pris au piège, dont le frère de Julian lui-même. L'hiver est d'ailleurs tombé étrangement vite, et les araignées n'ont pas perdu de temps pour s'installer, les coquines. Une mission de routine en d'autres termes, à l'issue de laquelle j'affronterai Yeturak, une version plus vénère du premier boss du jeu. C'est cette version qui me permettra de l'apprendre par cœur et de maîtriser tous ses patterns, dont ce pattern de grab absolument insupportable qui fait 90% de la difficulté du boss à lui tout seul. Mais bon, comme tous les autres, sa destination finale sera l'outre-monde, à n'en point douter. Après avoir sauvé une pincée de soldats, je retournerai dans les mines puisque d'autres sont sur le point d'être exécutés, et ils sont retenus par une poignée de gardes qui, visiblement, bossent sur leur jour de RTT, à en juger par l'effort qu'ils mettent dans la tentative de me fumer. Mais bon, quand on voit le talent du chef de section, on comprend pourquoi. Ouais bon, c'est pas un combat de boss quoi, ce sont de simples trash mobs. Et on va pas se mentir, ça fait quand même du bien de temps en temps de souffler un peu. Toutefois, en les tuant, j'aurais secouru tous mes subordonnés fidèles injustement condamnés. Evasion in extremis. Je retournerai ensuite à El Ravaka pour comprendre ce que trafiquait Ozma avec ses mages. Ici, en dehors d'une phase de saut digne de Majula dans Dark Souls 2, je combattrai Yerid l'Achevé, un cousin du terre-terre de Shaktuka. Et vu que c'est mon péché mignon, je vous rappelle, bah autant dire que j'ai plutôt kiffé la surprise. Mais genre vraiment, hein, c'est pas du sarcasme. Pour une fois. Direction Aldevir maintenant, pour discuter avec Troka. Cette zone est vraiment incroyable à explorer. Des tonnes de décors et de trash mobs différents, des mécaniques rappelant la naissance des Dark Souls, et un bon gros boss de merde. Ah ouais, vous y attendez pas celle-là, hein. Troka, soit la gourgandine qui m'a klaxonné le bio pendant 1 heure non-stop. Ce boss représente à peu près tout ce que je déteste. Il se concentre quasi uniquement sur des attaques à distance, fait des AOE insupportables qui cassent le rythme du combat dès que c'est possible, et passe en mode mitraillette des chevaliers du Zodiaque dès que l'envie lui prend. Si je déteste ce genre de boss, c'est parce qu'il te force à jouer lentement, en attendant le bon pattern pour pouvoir riposter. Ou alors, il y a ma façon de faire. C'est-à-dire imposer votre rythme de combat et foncer dans la tronche du boss en boucle comme c'est pas permis pour la forcer à faire ses attaques à courte distance. Ouais, même si en réalité ça marchera pas vraiment parce qu'elle passera son temps à s'éclipser pour pouvoir recreuser l'écart. Bon, une fois le combat appris, il est clairement plus aussi infect qu'au début, mais reste quoi qu'il arrive extrêmement inintéressant en comparaison de ce qu'on a déjà pu voir auparavant. Et ainsi, je viendrai à bout de cette épine dans le pied. La tuant des eaux, la tuant. En ramassant sa lacryma, je n'apprendrai rien de fondamental, ce qui veut dire en d'autres termes que je me suis farci cette grognasse pour que dalle. Je saurais juste que je dois trouver une autre personne qui se trouve à Refalan. Ouais, plus vague, tu meurs. Mais bon, allons-y quand même. Mais d'abord, quête secondaire! Dans la première, très courte mais intense, je devrais le tuer lui là. Ah bah je vous dis pas la taille du bourbier. Ça m'a rappelé mon enfance et ce qui m'attendait à la sortie du collège, tiens. Devoir fumer un Ent insupportable qui crache du feu au milieu d'un marécage pestiféré, et tout ça avec une corde de soldats sur le cul, autant vous dire que pour réveiller mes traumatismes, y a rien de mieux, hein.
Bah quoi, me regardez pas comme ça, j'ai eu une enfance mouvementée, c'est tout. Et accessoirement, j'ai été placé dans un collège spécialisé dans la chevalerie aussi. Enfin bon, je rentre pas dans les détails. Dans la seconde quête secondaire, je tenterai d'aider Tristan à sauver sa bien-aimée, Lydia. Ouais, y a un autre monde où Lydia c'était ma bien-aimée aussi. Mais bon, c'est pas le sujet. Et là, dans un souffle à peine audible, il a révélé un nom. Aussi stupéfiant soit-il, l'assassin n'est autre que... Le reste est illisible à cause du sang qui met. Ça c'est classique ça. Avant toute chose, avant que je meure, vous devez impérativement savoir que le nom du meurtrier est... Ouais, c'est pas faux. Pour la sauver, je devrais combattre Guido, une version plus soft de la P2 de Maluka. Donc forcément, un combat d'anthologie, vous l'avez compris. Guido était amoureux de Lydia, et à cause du chaos, il devint complètement fou et la séquestra. Bah oui, on sait tous que pour forcer une femme à nous aimer, rien de tel qu'une bonne séquestration à l'ancienne. Y a rien de plus efficace, surtout si par-dessus le marché, tu termines la vie de ses parents. En termes de dépendance affective, là tu peux pas faire mieux, hein. Bon, néanmoins, il y a un petit hic dans l'histoire, c'est que Lydia finit par périr sous ses coups. Ah bah oui, là c'est con, là forcément, elle va peut-être moins facilement t'aimer, là. Bon, bah sans surprise, hein, Tristan n'est plus que tristesse, mais bon, il avait qu'à se sortir les doigts du cul, lui aussi, qu'est-ce qu'il attendait que ce soit moi qui l'a sauvé? Enfin bref, dans la troisième quête annexe, je serai envoyé pour sauver Valus, un fidèle compagnon de Kazan. Dans cette mission, rien de spécial à noter. Et ce seront des trash mobs qui feront guise de boss. Et évidemment, on apprendra que Valus est mort avant que j'arrive, parce que dans ce jeu, il faut s'y faire, toutes les missions de sauvetage se soldent par un échec. Ah, je ferai un très mauvais pompier, sachez-le. Bon bah du coup, autant arrêter d'essayer, hein, et reprenons la quête principale. Le massif de Rifalan. C'est ici que se cache l'elfe noir qu'Ozma a tenté de faire disparaître. Je dois la trouver avant lui pour comprendre pourquoi. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le concept de cette zone, avec 3 sites à libérer pour avoir accès au boss. Chaque site est drastiquement différent pour encore et toujours varier les plaisirs. Et le plaisir, j'ai plutôt intérêt d'en avoir, parce que le boss, lui, n'a clairement pas l'intention de m'en donner la moindre goutte. Beleriand, soit en d'autres termes, le pire boss du jeu. Et de très très loin. Je crois même pouvoir dire sans sourciller que c'est dans le top 3 des pires boss que j'ai jamais fait de ma vie. Elle est juste insupportable à tous les niveaux. Elle m'a littéralement saccagé la tronche pendant plus d'1h30 la gourgandine, tant tout ce qu'elle faisait ne convenait absolument pas à mon style de jeu. Et oui, puisque c'est un boss où il faut prendre son temps, le genre de truc où j'ai jamais été formé de le faire. Gros bourrin que je suis. Cette waifu maîtrise tous les éléments, et n'opérera que des attaques à distance. Et pas seulement à distance d'ailleurs, des attaques autoguidées qu'il faudra bien prendre le temps de leurrer pour pouvoir les éviter. Et ce pour pouvoir atteindre le boss pendant quelques millisecondes avant qu'elle foute une AOE insupportable pour se protéger. Et ça, c'est sans vous parler des trash mobs qu'elle invoque non-stop, ou de la bulle qu'elle se met sur elle pour se protéger, ou encore des caméras laser électrifiants incapacitants, ou encore des météorites qui tenteront de vous nettoyer le visage à la manière d'un biactol. Ah bah c'est pas compliqué, j'ai juste tout détesté sur ce boss. Ça doit d'ailleurs être le seul moment du jeu où j'ai juste pas passé un bon moment en fait. Comme tous les boss du jeu, sans surprise, la technique la plus efficace est de ne pas la laisser respirer, constamment lui foncer dessus pour l'empêcher de faire ses attaques les plus dévastatrices, et une fois les kilos de trailles enchaînés pour la maîtriser, j'en viendrai à bout de force, à bout des siennes. Et dites-vous qu'en plus, tout ça n'était qu'un malentendu, hein. Genre, au lieu de tout simplement nous demander ce qu'on voulait à la base, elle nous a juste sauté dessus comme une dégénérée congénitale. Alors que, dans le fond, les deux protagonistes n'attendaient que de coopérer. Ah bah super, ça fait plaisir. Elle nous dira qu'à l'époque, Ozma et elle ont approfondi leur magie, qui pour lui était le seul moyen à l'époque de vaincre le dragon berserk. À force d'expérimenter, il tenta de contrôler le chaos, et qui tente de contrôler cette force finit forcément par y succomber, résultant à toute la trahison qui en a suivi. En rentrant à la crevasse, un éclaireur nous dira qu'à la porte de Vaisar, les habitants s'entretuent, comme possédés par une force sombre. C'est le chaos, Spectre-Lame en est sûr, il faut donc s'y rendre, c'est notre seule piste à l'heure actuelle. Et là-bas se trouve également Scalpel, un bon ami et fidèle à la cause de Kazan. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il va forcément crever, ça ne fait aucun doute. Mais d'abord... Enfin bref, t'as capté quoi. Dans cette mission annexe, je devrais sauver Atalante, un esprit de Beleriand. Et même si les sauvetages à la base, c'est pas ce que je réussis le mieux, bah là ça va bien se passer étonnamment. Étant donné que le boss final n'est qu'une simple invocation de Beleriand que je viens de me farcir pendant un bon moment, je vous rappelle. Un plaisir de transformer tout cet apprentissage en arme acérée sur le terrain. Et direction la porte de Vaisar maintenant, l'une des zones que j'ai préféré explorer du jeu. Bon, même si en vrai, j'ai préféré toutes les zones du jeu. Voilà, ça n'a absolument aucun sens de dire ça, mais c'est juste pour souligner à quel point le jeu est fantastique. Certains passages dans cette mission d'ailleurs me rappellent de délicieux moments passés sur le premier Dark Souls. Mais toujours est-il que je dois sauver Scalpel ici. Donc bien évidemment que j'arriverai trop tard et que c'est le boss de la zone. Oh, comme c'est bizarre. Ce boss, une fois n'est pas coutume, est tout bonnement exceptionnel. Et nom de Zeus que ça fait du bien après l'autre guenaude là. Ce boss est ultra agressif et impressionnant au premier abord. Un déferlement de patates comme on n'en fait plus. Tout ça conclut par une P2 extrêmement violente, après que le jeu vous ait habilement fait croire que c'était fini. Tellement violente d'ailleurs que le boss perdra sa vie continuellement, pour que vous n'ayez pas à la retirer complètement vous-même. C'est vous dire à quel point les développeurs eux-mêmes ont compris la violence inouïe de ce combat, et qu'il serait quasiment impossible de le faire après une première phase déjà si longue et éprouvante.
Certainement l'un de mes boss préférés du jeu, ça va sans dire. Et oui, 90% des boss du jeu sont mes préférés. Qu'est-ce que vous allez faire? Nul, mec. T'es nul. Nul. En le terrassant, Spectre-Lame identifiera la source du chaos, et il s'agit de Ozma lui-même. Ah bah ça, personne l'avait vu venir, tiens. Ce qui est par ailleurs une bonne chose, puisque ça veut dire que désormais, les objectifs de Kazan et de Spectre-Lame vont s'aligner. Kazan veut se venger d'Ozma, et Ozma représente la source du chaos que Spectre-Lame doit annihiler. Ah, comme le scénario fait bien les choses. La prochaine piste nous mènera à Rovelion, où se trouve la princesse avec laquelle Scalpel a complètement changé après sa rencontre. Ce qui est un motif suffisant donc pour lui éclater les gencives. Enfin, en tout cas pour moi ça l'est, y a aucun doute. Après avoir passé une zone nous rappelant Dark Souls 3, ah bah oui, je vous l'ai dit en intro, ce jeu est littéralement un melting pot de tout ce qui se fait de mieux ailleurs. C'est pourquoi quasiment chaque niveau vous rappellera une expérience que vous avez déjà précédemment vécue si vous êtes un passionné des Souls-like. Et cette zone se conclura par le combat contre la princesse, qui doit être le boss féminin le plus intéressant à combattre jusqu'à présent. Mais croyez-moi, il y a bien mieux qui arrive après. La goth en personne, si je puis dire. Et si vous avez déjà fait le jeu, vous voyez déjà de qui je parle. Ilina, elle, semble à première vue n'être qu'une petite fuyarde, mais j'ai l'habitude maintenant. Je sais que la meilleure manière de vaincre ce genre de boss est de foncer dessus à n'en plus pouvoir. Il faudra juste faire attention à ses attaques intermittentes AOE et ses attaques traçantes qu'il faudra bien laisser passer avant de contre-attaquer. Et enfin, il sera possible de lui faire bouffer le pissenlit par la racine. Bon, après un sacré paquet de trail quand même, il faut l'admettre. Ouais, tu iras te faire soulever. Garage Azob de que tu es, va. En succombant, celle-ci nous orientera au palais de Vitalon, pour mettre un terme à cette accalmie. Mais d'abord... Oui, tu l'as deviné, il y a des quêtes secondaires. Et il y en a même des kilos à faire, littéralement. Pour commencer, j'enquêterai sur le lien entre la princesse, le chaos et Scalpel, pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Je devrais pour ça déglinguer une série de 3 élites sur un pont, avant de fulminer une vulgaire création corrompue déjà vue et revue. Ah oui, puis il y aura sa petite sœur aussi, mais ça c'est qu'une formalité. Toujours en enquêtant, j'en profiterai aussi pour sauver des gens, et cette fois-ci je ferai en sorte d'y parvenir. Ah, pas mal ça. C'est comme ça qu'on trouve des passants rouges. Une mission conclue une fois encore par un duo de trash mob sans ambition. Ces missions d'enquête serviront principalement à donner du contexte à l'arrivée du chaos dans la vie des gens, rien de bien important au final. Ensuite, Spectre-Lame me suppliera d'aller chercher une épée. Selon lui, elle renforcerait grandement ses pouvoirs. Et selon moi, c'est une excuse suffisante pour s'y rendre. Après avoir parcouru les ruines du château et découvert ce qui est certainement le trash mob le plus lâche et chiant du jeu, je devrais affronter un vestige du passé pour avoir le droit de mettre mes mains sur Excalibur. Putain, je me doutais que ça l'a envoyé, mais j'ai pas régénéré. Mais non, pas la main. Ah si, et la main. Et encore plus vénère, mon con. Une chance d'ailleurs que j'ai toujours le bon set d'armure de côté dans mon inventaire. Sachant donc exactement ce que j'ai à faire, le combat sera cette fois étonnamment agréable. Et une fois remporté, je me saisirai de l'épée puisque j'ai triomphé de son épreuve. Ah, l'épreuve de l'épée. Retour sur l'enquête de Scalpel maintenant, où je devrais comprendre dans quel but Ozma les a changés en corrupteurs. Je devrais donc botter les fesses de la 99e chouette, un trash mob version énervée avec quelques hâtes qui viendront péter les burnes par intermittence. Attention toutefois, puisqu'à l'image de Malenia, sa vie remontera s'il parvient à me toucher. Bon, sans originalité, l'enquête révélera que Ozma a corrompu Ilina et Scalpel parce qu'il tentait de l'arrêter. Voilà, en termes d'originalité, je doute que ça méritait une enquête. Il est monté à l'ordre. Retour ensuite à El Ravaka, où des marchands auraient disparu. Je dois une fois encore mener une enquête de grande envergure. Après avoir participé à un battle royal, j'affronterai Tanya, qui, comme le boss précédent, régénère sa vie sur ses coups portés. Mais vu que ce boss n'a que 3 patterns, autant dire que ça ira plutôt vite de s'y accommoder. Cette mission en tant que telle représente un hommage et se conclura sur de beaux adieux à Elamein, ayant subi une fin bien trop injuste. Laboratoire caché. Et enfin, ça y est, il est temps de reprendre la quête principale, et de se rendre à Vitalon pour y trouver Ozma. Et là-bas, à défaut de le retrouver, j'y trouverai un joli champ de bataille, et une exploration à s'en délecter pour ne pas changer. Mais surtout, j'y trouverai le barde, une fois encore, dans une pièce cachée. Et étonnamment, j'en aurais absolument toujours rien à secouer de sa vie. Et bah c'est donc une bonne chose de savoir que c'est le dernier endroit où je le rencontrerai. Champ de la vengeance. Cet endroit pullule de cristaux du chaos. Son intensité ici est sans pareil, et c'est au milieu de ce chaos que je rencontrerai Seona, la bien-aimée d'Andel. Les deux se sont perdus de vue il y a bien longtemps, accomplissant leur devoir pour la population. Et maintenant que tout est perdu, ils ne souhaitent que se retrouver. Bon, du coup, j'imagine que si j'ai que ça à foutre, j'aurai bien quelques minutes à consacrer pour les aider. Au bout de cette zone m'attend le cadavre de Ismar, avec la hache encore plantée dans son front qui a servi à le vaincre. En tentant de la retirer, évidemment, Kazan va réveiller la bestiole. Et oui, parce qu'il en fallait aussi peu pour se faire. Non mais à quel moment tu réveilles un monstre pareil des morts avec une telle nonchalance, ça n'a aucun sens. Bon bah c'est parti pour le match retour contre le dragon, qui accessoirement est le seul combat de titan du jeu.
Pour infliger le maximum de dégâts, il me sera impératif de viser la tête. Chose qui me sera possible de faire à l'issue de la majorité des patterns si je me place correctement. Bon, je pourrais toujours taper dans ses pattes, mais les dégâts sont si ridicules que ça vaut même pas la peine. La phase 1 est plutôt ok. La phase 2, quant à elle, déferlera le chaos sur votre ganache sans relâche. Pour ma part, je n'ai pas hésité une seule seconde à prendre des potions pour mieux y résister et me faciliter le combat. Alors que moi de base, pour que je prenne des potions, faut y aller, mais là j'ai vraiment pas hésité. Après une bonne pelletée de try m'ayant servi à comprendre comment contrer ces Genkidama tout droit sortis du futur, j'en viendrai enfin à bout. Easy boss. Et ce dragon, supposément surpuissant, est en réalité tellement teubé qu'il se prendra précisément le même finisher qu'il a pris la première fois. Ah bah si ça c'est pas le summum de l'humiliation, je sais pas ce que c'est, hein. Dans la foulée, Daphrona nous dira que pour vaincre le maître du chaos, il nous faut absolument les fers de Caron. Tu t'es pas dit que ça aurait été une bonne idée de nous le dire avant, bouffonne? Je veux dire, si on était tombé dessus, là, à Vitalon, juste avant, on aurait fait comment? T'es débile ou quoi? On était foutus d'avance! Bordel de cul, y a pas un seul cotorep pour relever l'autre là-dedans. Bon, allons chercher ce précieux objet avant qu'il soit trop tard. Mais d'abord... Ouais bon ok, j'avoue, je force un peu là. Je commencerai donc par aider Yulian à sauver sa famille à Vitalon. Et pour ça, je devrais fumer le corrupteur Boris. Un trash mob converti en boss, mais qu'on commence à avoir sérieusement l'habitude de dérouiller quand même, hein. Il s'agissait en réalité du voisin de Yulian, converti par Ozma. Et une lettre trouvée sur lui nous apprendra que la famille de Yulian a eu le temps de fuir et de se mettre en sécurité. Ce qui fait que ce même Yulian ne voudra pas les rejoindre et rester avec nous par pure loyauté. Loyauté, inébranlée, inébranlable, iné le chibre. C'est rigolo. Allons chercher les fers maintenant. Férocement gardés par des trash mobs. Ah ouais d'accord. Un item aussi précieux gardé par de simples trash mobs? Enfin, non, c'est vrai, je suis un peu mauvaise langue, il faut l'admettre, c'est pas moins de 3 boss qu'il faudra vaincre. Mais parmi eux, 2 sont les plus faciles du jeu. Et le 3e, c'est cette saloperie là. Alors autant te dire que ça réveille de mauvais souvenirs, mais bon, en les connaissant, c'est évidemment plus facile. Sans parler du fait que mon perso est immensément plus fort qu'à l'époque. Une fois vaincu, Spectre-Lame recevra les fers de Caron, qui le rendent bien plus fort, mais le condamne en contrepartie à obéir à son maître s'il ne veut pas que les fers se referment sur lui pour le broyer. Ah bah super la contrepartie, je suis pas sûr que ça valait le coup perso. Instrument de l'Outremonde. Petite quête secondaire maintenant, et ce sans hurler, t'as vu? Où je devrais aller aider Seona qui mène une guerre solitaire contre les Voilam à Vitalon. Andel et elle se sont d'ailleurs visiblement retrouvés, ça fait plaisir à voir. Et vu que c'est évidemment trop beau, évidemment il va canner pas moins de 10 minutes après. C'est mort là? Tu rigoles ou quoi? Pourquoi il a pas attendu que je le fasse moi? Je crois que vous avez oublié, vous êtes des simples PNJ, c'est moi qui fais le jeu normalement. Pourquoi tu me laisses pas faire? T'as raison. Elle va instaurer l'OQTF en bonne et due forme. Ce trou de balle s'est fait tuer par Gilsan, soit le boss le plus claqué au sol de l'histoire du jeu vidéo. Crois-moi, si tu te fais éclater par ça alors que t'es censé être la pointure du guerrier, bah c'est que quelque part tu le mérites un peu quand même, hein. Il me cancelle même pas quand il m'attaque ce noob. Toi tu vas manger toi. Pas sûr que ce soit permis ce qu'il ait mangé là. Bon, il semblerait que tu sois célibataire maintenant. T'as un 06 ou un 07 ou un WhatsApp ou un OnlyFans, je prends aussi. Hein. Engager la conversation. Que prévois-tu de faire maintenant? Tu vois, même lui, il a vu là, il y a un truc à prendre, il va glisser 2-3 disquettes et ça va le faire. Hein. Voilà ce que j'en pense personnellement. Traces d'un duo. Les traces dans le slip ou... Quelque part. Suite à la mort d'Ismar, la route menant au palais impérial a été détruite. Le seul moyen de passer, c'est le Grand Temple, lieu chargé de souvenirs où Ozma et Riz devaient célébrer leur union. Ah, Riz, vous ne savez pas encore qui c'est, hein. Sauf si vous avez déjà fait le jeu, évidemment. Mais une fois que la rencontre est faite, vous ne risquez pas d'oublier de sitôt. Mais d'abord... Non, je rigole, pas de quête secondaire, et de toute façon, j'en ai plus de disponibles. Allez, fonçons vers notre destinée maintenant. Bon, je te refais pas le dessin, encore une zone de fou à parcourir, où on arpentera les toitures des cathédrales, les grandes cours habitées par les golems ou autres prairies verdoyantes. Tout ça pour finir en beauté, face au boss féminin le plus fou du jeu, et face à l'un de mes boss préférés de cet opus. Encore. Et aussi et surtout, sans absolument aucun doute, le boss avec l'OST la plus dingue de toutes.
Ce combat, alors que je l'ai adoré, n'était pourtant pas bien parti pour, puisqu'il commencera avec une P1 orientée sur l'attaque à distance et les AOE. Mais c'est la P1, alors c'est assez lent et prévisible, et la technique de foncer dans le tas comme un dingue fonctionne plutôt bien. La P2 par contre, elle est exceptionnelle. Énormément d'attaques de corps à corps, dont des fulminantes, permettant des contres de haute voltige. Et même les attaques à distance sont également faites pour être contrées et renvoyées à leur destinataire. Tout dans ce combat est magnifique et trop bien pensé. Le boss, la musique, les patterns, rien n'est acheté. 1h15 de try de pur plaisir. C'est toutefois à contre-cœur que je terminerai la vie de cet ange déchu. Souvenir éterni. Une vie supplémentaire sacrifiée par la faute d'Ozma. Riz nous fera toutefois une dernière requête avant de disparaître. Celle de sauver Ozma. Sans perdre plus de temps donc, je me mets en route, et enfin j'arrive où se terre Ozma, le maître du chaos. Il est temps d'en découdre une bonne fois pour toutes. Mais d'abord... Quoi, sérieusement? En pleine mission finale? Un peu, mon neveu. Mais avant de partir, je ferai une bonne partie de la mission, où m'attendent multiples périls, jusqu'à atteindre Daphrona, qui m'offrira un choix avant de procéder à la suite. Quand je serai face à Ozma, qu'est-ce que je ferai? Bah évidemment que je vais me venger. Je trouve que ce serait quand même sacrément contre-productif de changer d'avis maintenant, hein. Et puis de toute façon, ça me ressemble pas de choisir la voie pacifique, donc bon. C'est clairement pas mon truc, vous le savez. J'arriverai donc à cet endroit-là, beaucoup trop dangereux pour mon confort mental. Puis je traverserai ce pont des enfers, fumerai mon énième golem, mais cette fois-ci vraiment vénère, et j'arriverai enfin à la porte du boss final, Ozma, le maître du chaos. Ouais, j'ai dit que j'avais fait une bonne partie de la mission, en réalité, je l'ai carrément faite entièrement. Hein. Ouais, je sais pas m'arrêter. C'est un vrai problème pour moi dans la vie de tous les jours. Du coup, c'est à ce moment précis que je déciderai de quitter la mission pour finir toutes les missions secondaires avant de m'occuper d'Ozma. Riz avait parlé à Kazan d'un endroit secret caché sous le temple, auquel j'ai accès depuis que j'ai récupéré les 3 fragments du disque qui en représentent la clé. Sur place, les battles royaux continueront, encore et toujours, jusqu'à atteindre le spectre de Pleuvius, un trash mob en guise de boss, qui toutefois est plus fort, car il créera plus de clones pour me tromper. Un combat frustrant pour un mob qui l'est tout autant, mais un combat plutôt simple évidemment puisqu'il ne s'agit pas réellement d'un boss. À l'issue du combat, j'acquérirai l'anneau de Riz, et je comprendrai un peu mieux les motivations d'Ozma. Après la mort d'Ismar, Ozma comprit que le dragon n'était pas le vrai fléau. Le vrai problème pour l'humanité, c'était l'humain lui-même. L'humain est perfide, ne pense qu'à trahir pour accomplir ses plans, et à détruire tout ce qu'il touche. Et il ne fit pas longtemps pour qu'il en ait la preuve. Le jour même où Ozma devait se marier avec Riz, celle-ci fut séquestrée par l'empereur pour devenir sa concubine. On comprendra alors pourquoi plus tard, il lui mettra la tête au carré sans hésiter une seule seconde. Ozma se jurera donc de refaçonner l'humanité avec le chaos, et en devenir le maître, car visiblement selon lui, ça va arranger les choses. J'ai donc, avec cette quête, retracé le passé de Riz et accompli toutes les missions annexes du jeu. Collectionneur d'histoire. Le passé de Riz. Une fois tout le contexte posé, je peux désormais me rendre là où le destin m'attend. Le combat final contre Ozma, le maître du chaos, qui tentera de me rallier à sa cause, et que je déclinerai poliment avant de lui marteler les calots. Et je préfère vous dire les termes d'emblée. Ozma est littéralement le meilleur boss que j'ai fait de toute ma vie. Ce combat est tout bonnement exceptionnel. On a l'habitude avec bon nombre de Souls-like que le boss final soit décevant. On pourrait penser notamment au sac de frappe de Elden Beast ou Gwyn, ou encore les boss finaux honteux et proprement exécrables de Mortal Shell ou de Thymesia. Là, laissez-moi vous dire que celui-ci a du répondant. Je le répète, c'est littéralement le meilleur boss que j'ai fait de ma vie, à un point où j'en ai eu des frissons, bordel de slibard. Bon déjà, l'OST est exceptionnel, mais ça vous vous en doutez, c'est littéralement le minimum syndical. Mais le boss lui-même est surpuissant, et il possède une quantité de patterns modulables absolument phénoménale. C'est pas compliqué, après 1 heure de try, je découvrais encore des patterns, c'est complètement dingue. Ozma peut littéralement tout faire, il maîtrise tous les éléments. Il a des attaques de corps à corps, des grabs, des attaques à distance, des attaques chargées, des attaques supraliminiques, peut vous contrer, et possède une base d'une 15aine de patterns qu'il peut modifier et combiner comme bon lui semble. La courbe d'apprentissage sur ce boss est extrêmement longue, et sa vie phénoménale ainsi que ses dégâts fulgurants qu'il inflige vous obligera à passer énormément de temps à apprendre le combat pour passer la P1. Et oui, parce que la P2, elle est bien pire. Le combat est bien plus rapide, avec énormément de patterns tous plus longs et éprouvants les uns que les autres. Mais bon, en P2, je dois admettre, les patterns s'apprennent quand même plus vite qu'en P1. Et encore heureux, vous me direz. Enfin, plus vite jusqu'à ce que la moitié de sa vie soit atteinte, ce qui déclenche une P3 dans la P2, où il rajoutera des patterns quasiment incontrables, comme le cristal du chaos par exemple, et où il accélérera la cadence d'un côté, et ne vous mettra plus que les patterns compliqués de l'autre. Ce qui fait que, même si vous connaissez ses attaques, il sera tout de même quasi impossible de riposter en dehors des contre-attaques et des perfect paris. Parce que l'objectif pour le jeu, c'est de vous faire maîtriser ce boss au point où votre seule possibilité pour l'attaquer, c'est le parer suffisamment pour qu'il perde sa barre de stamina et que vous puissiez le stun. C'est ce niveau de maîtrise qu'il faudra atteindre.
Ah oui, et puis je vous l'ai pas dit aussi, mais évidemment, il peut régénérer sa vie. Ah bah quand je vous dis qu'il peut tout faire, je vous ai pas menti, hein. 3 heures et 10 minutes. C'est le temps qu'il me faudra pour l'exterminer. C'est le boss qui m'a pris le plus de temps à vaincre de toute ma vie en découverte. C'est littéralement le boss le plus dur que j'ai fait. Enfin, quand on le joue en difficulté max, évidemment. Et c'est également le plus complet, et certainement celui qui mérite le plus le titre de boss final de tous les Souls-like qui puissent exister. Ce boss est le point final sur la lettre d'amour que le studio a écrit à ses joueurs. Un studio qui sait précisément comment faire un jeu exceptionnel dans le genre. Des passionnés du Souls-like qui nous ont pondu un chef-d'œuvre comme on en fait peu dans le genre. Et vous croyez que c'est fini? Mais vous êtes fous ou quoi? Ce boss a une P4 évidemment! Enfin, une P3, une troisième barre de vie donc, mais que j'appelle P4 tant la P3 dans la P2 est une phase à elle toute seule. Mais la P4, c'est pas pour tout de suite, puisque cette run représente la mauvaise fin du jeu. Étant donné que pour avoir la bonne, je devrais choisir la troisième option de dialogue chez Daphrona, que je n'ai pas débloquée sur cette game, étant donné qu'il faut ramasser tous les journaux d'Ozma, chose que je n'ai pas faite. Mais on se garde ça pour la NG+, évidemment. En terrassant ce boss qui ne mérite un adjectif pas moins qualificatif que magnifique, je débloquerai le trophée d'avoir fini le jeu sans avoir invoqué un seul allié en combat. L'art du solo... Mes pas me mèneront ensuite là où réside la mémoire d'Ozma, et je comprendrai pourquoi il a sombré. Riz fut ni plus ni moins exécuté le jour de son mariage. Une bien belle récompense pour celui qui avait délivré l'humanité du dragon berserk, me direz-vous. Désespéré, il fit alors tout son possible pour tenter de ramener Riz à la vie, d'où son alliance avec Beleriand et la nécromancie. De là, il maîtrisa le chaos, brisa le cycle entre la vie et la mort, pouvait faire revenir quiconque de l'outre-monde, et déclencha les événements qui menèrent à la perte de beaucoup trop d'innocents. En finissant le jeu donc, j'obtiendrai les trophées de l'avoir fait, et ce, en difficulté expert. Périple de l'expert. Tu m'étonnes. Périple du challenger. Sans perdre plus de temps, je lancerai directement la NG+. Un nouveau chemin. NG+, que je laisserai en expert pour aucune raison si ce n'est le plaisir. Dans cette NG+, mon objectif est simple. Ramasser tous les collectibles, dont les amulets, les pots de Danjin et les lettres d'Ozma, pour avoir accès à la deuxième et bonne fin du jeu. Bon bah allez, ça part! Celle-là par contre, elle était folle. Hein? Par les joueurs. You serious? Quoi? C'est quoi ce sketch? Ce qui est bien, ce qui est pas très débile, lui. Très vite, je finirai par ramasser l'intégralité des pots de Danjin, ou les Kodama pour les anciens. Amateur de Potsba. Mec, ça aurait été totalement différent à l'heure actuelle. Ça aurait, je pense, percé beaucoup plus fort, étant donné qu'il n'y avait pas grand chose à l'époque. Maintenant, il y a plus quand même, hein. Il y a plein de chaînes qui ont émergé. Oula! Bah là, je pourrais pas le tuer, là. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Arrête. J'envoie la max. Et sans déconner, il est pas genre ultra satisfaisant le gameplay de ce jeu? Ça, c'est du beau jeu. Il est intelligent, lui. Vas-y, je tourne le dos au vide, c'est le moment de me niquer, vas-y. Je suis prêt. C'est next et c'est next, on n'en parle plus. Et là, c'est à ce moment précis que je vais faire une John Doe tout craché. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que le menuing c'était pas mon truc? Eh ben, pour vous dire à quel point, dites-vous que c'est maintenant, à plus de 3/4 de la NG+, que je découvrirai un onglet de compétences dans le menu que je n'ai jamais utilisé, et que je déciderai d'utiliser les 54 points de compétences que j'ai accumulés. Ah bah oui, je vous ai pas menti, hein.
Ça veut dire en d'autres termes que je me suis sévèrement compliqué la vie, étant donné que dans cet onglet général se trouvent les meilleures compétences du jeu, que ce soit pour faire plus de dégâts sur à peu près tout ce que vous faites, ou rendre vos exécutions ou combos plus longs et dévastateurs. Ah, c'est pas compliqué, en mettant ces points de compétence, j'ai multiplié mes dégâts en moyenne par 2. Voilà. Ah bah que voulez-vous, j'arrête pas de vous le répéter, j'aime souffrir. Sans même vous parler du fait que je n'ai jamais opti mes sets d'armure et mes armes. J'ai passé le jeu à simplement équiper ce que je lootais de plus fort. Ah bah perso, ce que j'aime c'est me battre, pas dormir dans les menus. Bon, même si je reconnais, j'aurais au moins pu prendre la peine d'y passer quelques secondes, mais bon, que voulez-vous, c'est pas ça qui me fera changer. Je suis trop vieux pour changer de toute façon. Et puis y a que les cons qui changent d'avis. Quoi, comment ça, c'est pas ça le dicton? Bien sûr que si, qu'est-ce que vous racontez? Après avoir ramassé quelques pages de lore supplémentaires et avoir effectué une autopsie explosive sur un être encore vivant, j'arriverai enfin à l'endroit où se terre la dernière lettre d'Ozma. Le passé d'Ozma. Eh ben, je sais pas comment j'ai pu le louper celui-là. Moi, plus c'est évident, plus je loupe. Parce que le mec il voit enculer toute sa garnison dans le plus grand des calmes, et il est là avec son épée là, en mode c'est vraiment à moi d'y aller là? Je crois que j'ai aucune chance hein. Encore un qui aime se faire taper dans le cul, ce que je vois. Tiens, et ici que je te fasse une petite coloscopie. Tiens, voilà-le. Et moi, il entre. Le machin, il s'est juste mis en position parking à vélo, et il attendait que je lui enfourne des gros coups de latte dans le derche. Il semblerait que vous soyez célibataire, ma petite dame. Encore. Que diriez-vous d'une soirée au PMU en tête-à-tête? Ça fait beaucoup là, non? Et on remercie évidemment ce chandelier qui nous a sauvé la vie là-dessus. Et c'est juste après ce sauvetage in extremis par le mobilier que je dénicherai ma dernière Hamlet. Allié de l'Outre-Monde, ça c'est fait. Il ne me reste donc qu'une seule chose à faire, prendre la bonne option de dialogue chez Daphrona et combattre Ozma, une fois encore, jusqu'à atteindre sa P4. Enfin, sa P3, t'as capté. Et là je vous vois arriver, pas de panique surtout, même si les 2 premières phases sont extrêmement épuisantes, eh bien la P3 elle l'est encore plus. Ouais bon j'avoue, j'aurais peut-être pas dû commencer ma phrase comme ça a sûrement dû vous induire en erreur. Vous avez sûrement dû vous attendre à ce que ce soit plus facile du coup, mais à culpa. Cette P3 est juste un prolongement de la P2, où le boss décline, et l'objectif est de retirer toute sa stamina pour lui infliger un coup de grâce absolument dévastateur. Et autant dire que maintenant que j'ai mis mes compétences, ce combat était bien plus facile, à tel point que j'ai carrément first try la P3. Et autant te dire que vu le calibre du boss, bah je me la pète, et j'ai clairement raison de le faire. Et c'est pendant cette phase précisément que j'ai eu des frissons. L'OST qui vous hurle dans les étiquettes, les combos intermittés par des cinématiques spectaculaires, et cette fin de combat stratosphérique qui m'a laissé sans voix. Non mais sans déconner, regardez-moi ces expressions. Les bras m'en tombaient tellement que j'ai dû les poser sur ma tête. Non mais quel combat, bon sang de bois. Et après l'effort, c'est bien connu, il arrive le réconfort. Une fois rendu à la fin du jeu, vous avez la possibilité avec cette fin de lire tous les lores d'Ozma mis bout à bout, pour comprendre absolument tout ce qui lui est arrivé de son point de vue, ce qui rajoutera énormément de contexte pour compatir à sa quête. L'œil. C'est l'œil qui a corrompu Ozma. Ce qui veut dire que... The First Berserker. Et bien évidemment, le platine. Le platine. Le platine. Je le dis et je le répète, quel jeu extraordinaire. Un jeu qui mériterait amplement le titre du jeu de l'année 2025 si Clair Obscur Expedition 33 n'existait pas. Et avec cette bonne fin, on pourrait même limite croire qu'un deuxième opus est en préparation. Alors, autant vous dire que si c'est le cas, je me fous à poil, je fais la danse du feu et je fume le jeu Day One sans la moindre hésitation. The First Berserker Kazan est clairement le genre de jeu et d'entreprise à soutenir. Certes, il reprend beaucoup de mécaniques déjà existantes, mais si j'encense autant ce jeu, c'est pas parce qu'il crée quelque chose d'inédit,
c'est parce qu'il a créé quelque chose d'exceptionnel en reprenant absolument tout ce qui a fonctionné dans les autres jeux de ce genre et y a ajouté sa touche personnelle et son histoire. Il a entre autres pris énormément de mécaniques de gameplay à Nioh, combinées à certaines de Sekiro et certains level design des Souls. C'est bien simple, il y a des références à tous les Souls-like qui existent. Les gens qui ont fait ce jeu sont clairement des passionnés du genre, ça se ressent, à chaque seconde qui passe dans le jeu. On n'a clairement pas l'impression d'être pris pour un con, au contraire, je me suis jamais autant senti respecté. Chaque boss est travaillé jusqu'au moindre pattern, chaque zone regorge de secrets, le bestiaire est considérable, et nom de Zeus quel savoir-faire! Rien n'est frustrant, au contraire, c'est certainement l'un des gameplays les plus satisfaisants qui existent. Bref, pour moi, ce jeu est à faire absolument, surtout si vous êtes un fan du genre. Je le place facilement dans le top 3 de mes Souls-like préférés aux côtés de Sekiro et Lies of P. Et c'est ainsi donc que se conclut cette vidéo, et l'aventure de mon platine sur ce jeu mémorable. Et surtout rappelez-vous, si après avoir vaincu un dragon qui terrorise le monde, vous vous faites trahir par votre souverain, ne vous lancez pas dans la nécromancie pour vous venger, au risque de détruire tous ceux que vous aimez. Non, Léo Tseu a dit un jour, si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi plutôt au bord de la rivière, et bientôt, tu verras passer son cadavre. Ouais, je suis à peu près sûr que ça marche pas comme ça, moi perso.